Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Et aujourd'hui, nous retrouvons de nouveau François Bégodeau pour parler de son avant-dernier livre, comme à notre habitude, avec Jocelyn qui cette fois est visible en plateau, qui m'avait déjà aidé sur la dernière interview, Jocelyn Bousquet. Donc on a rédigé cette nouvelle interview ensemble tous les deux. Et donc on va parler de ton dernier roman, pas ton dernier livre, mais ton dernier roman qui s'appelle Désertion. Qui est un ouvrage qui raconte... alors, petit avertissement aux auditeurs et auditrices, on va spoiler, on va divulgacher, comme on dit, des éléments de l'intrigue. Donc voilà, c'est votre seul et unique avertissement. Si vous ne voulez pas être déçu par des spoils, c'est le moment d'arrêter d'écouter cette interview. Mais donc voilà, maintenant j'entame un petit peu avec tout de suite du spoil. Désertion raconte un ensemble de choses, mais l'élément principal narratif de ce roman, c'est le départ de deux frères qui s'appellent Steve et Michael pour la Syrie, enfin disons les zones de conflit irako-syrien en faveur des combattants kurdes. Et avant qu'on rentre évidemment dans le détail de ce roman et d'un certain nombre d'éléments aussi bien stylistiques que narratifs de ce récit, j'aurais aimé un petit peu que tu nous parles de la genèse de ce projet, d'où est venue cette idée. Eh bien, c'est très simple. Ça part pas toujours comme ça, un roman, mais là, j'ai tout simplement rencontré quelqu'un. Rencontré un jeune homme qui, au moment où je l'ai rencontré, devait avoir une vingtaine d'années, maintenant un peu plus, 22, 23. Et c'était à la base pour autre chose. Enfin, je prospectais un peu dans ce genre d'aventure. J'avais déjà rencontré des combattants qui s'étaient engagés auprès des volontaires étrangers du Rojava, parce qu'avec un ami, on tournait autour d'un certain projet, bon, sur lequel j'épiloguerai pas. Mais donc, je rencontre dans ce cadre-là, parce qu'il m'avait été recommandé par d'autres gens, ce jeune homme. Et ce jeune homme me raconte son histoire, à savoir de jeune prolétaire un peu désœuvré, voire même en déshérence qu'il était à 16, 17, 18, 19 ans, s'est retrouvé à combattre auprès des Kurdes au moment du plus vif de la guerre en Syrie, c'est-à-dire les années 2015, 16, 17. La figure du frère est apparue autrement et sur une autre stimulation, une autre rencontre sur laquelle je ne m'appesantirai pas. Et donc voilà, il me raconte sa vie, il me raconte ce saut dans la guerre, et que ça me passionne. Je ne sais pas trop quoi en faire, je garde ça dans un coin du cerveau. Et puis à un moment, après L'amour, puisque c'était mon roman préféré, précédent, non pas préféré, on se demande toujours ce qu'on va écrire pour la suite. Et on a toujours 4 ou 5 projets. Et on étudie un peu toutes les coordonnées de tel ou tel projet ou de telle ou telle envie d'écriture. Et puis, il m'a semblé que c'était cette histoire-là qui était la plus féconde narrativement. J'avais l'impression qu'elle pouvait charrier beaucoup de choses et qu'elle pouvait former un roman intéressant. Ok, très bien. Ouais, c'est ce qui me semblait, qu'il y avait effectivement une histoire vraie quand même derrière le récit. Alors, pour parler un petit peu justement tout de suite de l'intrigue et des personnages, donc je l'ai dit un peu plus tôt, on suit le parcours de deux frères, donc qui sont Steve et Michael, qui viennent d'un milieu plutôt prolo quand même, mais pas urbain, ce que certains appelleraient la France des bourgs, ce que d'autres appelleraient les beaufs. On parle aussi de France périphérique parfois. Aussi, tout à fait, c'est vrai. Notion hautement problématique, mais bon. Dis-lui, oui, tu penses à Guy. Permet d'indiquer 2-3 trucs. Ouais, tout à fait. Et en fait, l'aspect, en tout cas, un des aspects hors normes de ce qui arrive à nos protagonistes, c'est le départ donc en faveur pour combattre, alors d'un premier suivi par un second, plus exactement du cadet suivi par l'aîné, pour donc ce qu'on évoquait là, combattre au Moyen-Orient en faveur des combattants kurdes. Et la première question que je voulais te poser là-dessus, c'est que c'est un choix qui est, alors il sort pas de nulle part puisque tu viens de l'évoquer, il est basé sur des faits réels, mais c'est un choix qui est assez consensuel finalement, en ce sens que ça aurait pu être plus ambigu qu'ils partent défendre telle ou telle entre guillemets démocratie occidentale, voire même qu'ils partent défendre l'État islamique. Donc j'ai bien compris que c'était basé sur une rencontre et un récit qui t'avait été fait de faits réels, mais pourquoi tu as choisi de suivre cette voie-là quand même, et pas de partir sur quelque chose de plus punk justement, ou de plus provoquant avec potentiellement défendre l'État islamique ou autre chose? Ça dépend où tu situes la punkitude, parce qu'elle est un peu à géométrie variable. Si on entend par punk ou punkitude le fait d'essayer de se décaler par rapport à une norme ou par rapport à un consensus, il est vrai que je ne me décale pas par rapport à un consensus idéologique. Il se trouve que les Kurdes combattaient auprès
les forces occidentales étaient soutenues par les forces occidentales contre l'État islamique. De ce point de vue-là, je suis un occidentaliste. Mon personnage combat du côté du bien, du côté des États pas voyous, etc. En revanche, d'un point de vue littéraire, du point de vue du champ littéraire et non plus du champ des idées politiques, alors là, il y a un vrai décalage, puisque le must éditorial et même le meilleur calcul économique quand vous parlez de cette réalité-là de la guerre en Syrie, c'est précisément de parler des jeunes Français qui se sont radicalisés du côté de l'islam politique et de l'islam éventuellement violent, et par exemple se sont engagés du côté de l'État islamique. Et ça a fait l'objet d'énormément de documentaires, de quelques fictions au cinéma, de beaucoup de livres témoignages, de livres enquêtes, etc. C'est presque devenu un lieu commun éditorial. Et quand vous allez au contraire dans les interstices du schéma mental un peu général, à savoir, dans cette guerre, il y avait les méchants de l'État islamique, qui étaient effectivement des méchants un peu plus, qui ont poussé la violence très très loin. Et de l'autre côté, des gens des démocraties qui, bien sûr, allaient contre ces barbares. Si vous vous situez dans une espèce de petite diagonale, un interstice un petit peu inaperçu, qui était ce combat mineur, en fait, des Kurdes et notamment des volontaires étrangers, phénomène qui est quand même passé très largement en dessous des radars médiatiques. Alors là, vous faites un pari éditorial un peu plus audacieux. Je pense que le livre aurait été encore plus directement attractif. Il se trouve qu'en fait, il a eu plutôt de la visibilité et du succès, mais il aurait été d'autant plus immédiatement attractif si j'avais dit « Oh, je vais encore vous raconter l'histoire d'un Français, par exemple un petit blanc qui s'est converti à l'islam à 17 ans et qui à 20 ans se retrouve du côté de l'État islamique et puis se retrouve peut-être dans une vidéo où on décapite des combattants américains ou que sais-je. » Voilà, je pense que on aurait été un peu dans les clous finalement, paradoxalement. Donc c'est toujours un peu compliqué cette histoire de subversion. Ça dépend de dans quel champ on se situe. La force du livre, c'est aussi que tu exposes ton lecteur à une tension entre la continuité et la rupture, la continuité dans la suite d'événements finalement assez banals de leur quotidien, jusqu'à la rupture qui est représentée par le départ en Syrie. Est-ce qu'on doit en conclure que le concept de radicalisation, il est inopérant ? Bon, d'abord, le concept de radicalisation, il a un usage social. Il faut toujours prendre aussi ces notions-là comme d'abord des notions qui circulent socialement, avec tout ce que ça comporte de relativité du sens. Donc il faut voir comment ce mot a fait florès depuis une dizaine d'années, depuis une quinzaine d'années. Le mot existe depuis très longtemps, la radicalisation. C'est plutôt un mot ami pour moi d'ailleurs. Je considère qu'on fait toujours bien de radicaliser l'analyse sur un certain nombre de sujets. Le mot radicalisation, c'est bien quel usage il a eu dans le champ des discours et notamment dans le champ médiatique. Le radicaliser, c'était systématiquement quelqu'un qui était passé du côté obscur de l'islam et donc du côté obscur de la force et du côté obscur de l'humanité, qui s'était fanatisé et qui en viendrait à se retourner, par exemple, contre l'Occident en perpétrant un certain nombre de violences, par exemple terroristes. D'où des cellules organisées par l'État juridico- ou judiciaro-policiers, des cellules de déradicalisation, où on va essayer de ramener ces gens à la raison ou dans, disons, l'orbite humaniste du sujet rationnel, parce qu'ils se seraient perdus. La radicalisation, finalement, devenait un lexique pathologique. Alors qu'a priori, ça ne devrait pas être ça, la radicalisation. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut vraiment se méfier de cet usage-là. Après, surtout qu'il a été par ailleurs par extension et très conformément au bain idéologique dans lequel on baigne actuellement, la radicalisation par extension c'est quand même aussi étendu à l'extrême gauche. Des gens qui, prenant acte de la dévastation écologique en cours, en arrivaient peut-être à se constituer dans des collectifs d'activistes un peu rudes, on les appelait aussi des radicalisés. Et puis, je passe sur l'extrême gauche et les Black Blocs et tout ça. Donc, en fait, il y a eu une espèce comme ça de noyau ou d'amalgame qui a été fait par les pouvoirs et par leurs serviteurs médiatiques pour dire, ça a produit, par exemple, l'islamo-gauchisme. Voilà, c'est ces deux radicalisations, c'est-à-dire deux pathologies qui fusionnent et ça donne cette espèce de truc dont on comprend jamais le contenu qui s'appelle l'islamo-gauchisme. Donc, moi, pour en venir à mes personnages, je crois pas que ce soit exactement des radicalisés, d'ailleurs, y compris tels que les pouvoirs ont désigné certains individus. Il n'y a pas d'éléments de radicalisation idéologique chez eux, pas du tout. Il n'y a pas non plus d'éléments de radicalisation psychologique, au sens où ils seraient devenus complètement dingues, ce qui fait qu'ils seraient partis dans une espèce de fuite en avant où ils ont absolument besoin de faire la guerre, quoi, comme parfois
on cherche pratiquement, même si Michael peut avoir des accents comme ça, hein, il dit à un moment qu'il aimerait bien s'en prendre plein la gueule. Donc je pense qu'il y a peut-être un élément suicidaire chez Michael. Et quelque chose comme, on appelle un peu tête brûlée aussi. Enfin, on sent un type qui a quand même envie de se prendre le mur. Mais du côté de Steve, qui est mon personnage, celui que je suis beaucoup plus que Michael, qui est toujours un peu en périphérie du livre, il n'y a pas d'élément de radicalisation. Et c'est peut-être ça qui rend d'ailleurs son parcours d'autant plus opaque et donc intéressant pour un roman. C'est ce qui fait un peu de ton livre un contre-récit par rapport au récit médiatique, où on va souvent mettre en lumière une radicalisation, un événement brutal, dont en fait il suffit de le poser pour qu'il existe, sans expliquer tout ce qui s'est passé avant ou tout ce qui a pu se passer avant. Toi, tu nous proposes plutôt d'observer cette lente sédimentation de tous les faits sociaux des deux personnages, et ça va être à nous en fait de faire un petit peu le tri ou de nous faire notre explication finalement. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Tu nous donnes à observer. C'est vraiment très bien dit, hein, cette affaire de sédimentation. Parce qu'effectivement, quand tu produis un contre-récit, disons, par opposition à un récit qu'on va dire médiatique, que j'ai déjà un tout petit peu évoqué, tu produis plus profondément. Et je crois que pour moi, c'est le travail du romancier. C'est la base, en tout cas, de mon travail romanesque. Il y a des narratifs qui sont dans l'air, alors soit parce qu'ils sont portés, encore une fois, par des leaders d'opinion, mais il y a même des narratifs au travail dans la littérature elle-même. Je veux dire, le champ littéraire, est, au sens le plus profond du terme, s'y joue des guerres conceptuelles et des guerres théoriques aussi. C'est-à-dire que selon que tu agences ton récit de telle ou telle manière, tu portes un rapport au monde et tu portes une façon finalement de raconter les humains. Et oui, quelque chose que j'ai toujours évité dans mes romans et contre quoi j'ai presque fabriqué pratiquement tous mes récits, c'est notamment la dramaturgie de la rupture. Je ne crois pas aux ruptures. Je crois qu'il y a toujours une espèce de continuité dans la vie d'un homme, alors peut-être avec parfois des saccades, avec parfois des accélérations, des intensifications, des densifications. De rupture, je ne crois pas. Or, c'est ça que vont nous raconter beaucoup de films. C'est une espèce de charpente narrative qui est aussi une charpente philosophique qui consisterait à dire que du jour au lendemain, quelqu'un a été traversé par quelque chose qui lui a fait prendre un certain nombre de décisions radicales ou en tout cas des décisions extrêmement conséquentes. Oui, je pense que le narratif dominant est plutôt de ce côté-là. Je veux dire, c'est un peu comme ça qu'on forme un peu les scénaristes maintenant, mais depuis bien des années maintenant. Il faut un élément déclencheur. Un élément déclencheur, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, il vivait sa petite vie, chose dont le film va rendre compte dans les 15 premières minutes. Ça, c'est la vie ordinaire de notre personnage principal. Et puis d'un seul coup, il arrive un truc. Et ce truc vraiment chamboule tout et donc nous lance dans le récit. Je crois que dans la vie, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Alors, il peut arriver que dans la vie, il y ait des ruptures radicales. Par exemple, quelqu'un qui a connu un immense trauma. Quelqu'un qui aurait connu un grand drame dans sa vie. Je pense qu'un papa ou une maman qui perd un enfant, ça doit faire rupture, je pense. Même ça, je pense que si vous aviez à raconter quelqu'un à qui il arrive ce genre de drame superlatif, il me semble que les conséquences du drame, infléchiraient sa vie, mais à petite dose. Ça se passe pas tout de suite comme ça. C'est pas vrai, en fait. Quand vous avez un drame qui vous tombe dessus, vous ne changez pas du jour au lendemain. Par contre, la chose va sédimenter. J'aime beaucoup cette notion, qui m'accompagne beaucoup quand j'écris. Peu à peu, on va se rendre compte qu'en fait, il s'est vraiment joué quelque chose de très, bouleversant, et que peu à peu, une vie va s'en trouver affectée. Mais parfois avec des contre-coups qui sont très longs. On connaît bien ça, je dévie un peu, mais on connaît bien ça dans les gens qui ont subi une agression particulièrement violente, ce qu'on appelle maintenant un trauma. Il arrive que les jours suivants, il n'y a pas de changement, et peut-être même les années suivantes. Puis d'un seul coup, enfin en tout cas à un moment, peu à peu, ça refait surface. Et là, la pathologie va opérer en différé. C'est vraiment des questions fondamentales, ça, quand on construit un récit. C'est des questions, j'ai presque dire ontologiques, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une affaire très très sérieuse de construire un récit. Hein. Ça porte un rapport au monde, vraiment. Ouais, je suis d'accord, c'est assez intéressant. J'avais pas prévu forcément de parler de ça, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une mode qui tourne autour de. T'as sans doute entendu parler de ça, le héros aux 1000 visages là. Ça te parle, ça? Non, dis-moi. J'ai plus le nom du. Oui, d'accord. Oui, qui a fait l'objet d'un livre et d'un documentaire. Ouais, quelqu'un qui ment beaucoup à tout le monde, c'est ça? Ouais, hein et qui en fait, toutes les histoires sont structurées de la même manière. En fait, tous les récits de toute l'histoire de l'humanité, c'est toujours ce que tu décris là, c'est-à-dire, tu vois, il y a un élément fondateur qui vient transformer. Je suis pas sûr que ce soit vrai, mais venons-en justement à tes personnages.
Tu disais un peu plus tôt que ce ne sont pas des radicalisés, et effectivement, moi j'ai même ressenti en lisant le livre, ce ne sont pas des radicalisés, ils sont, en particulièrement Steve, il est très touchant, moi je trouve, il a vraiment quelque chose de très, comment on pourrait dire, de très tendre. Ouais. Et il y a un truc qui m'a un peu fasciné à ce sujet, c'est que ça rejoint ce qu'on évoque là. En fait, leur engagement progressif en faveur des combattants kurdes, la sincérité de cet engagement, enfin la sincérité, c'est pas que les personnages m'ont paru être insincères, mais j'ai l'impression que finalement ça venait répondre à totalement autre chose qu'une conviction profonde de devoir défendre les valeurs du Kurdistan. Enfin, tu vois, c'était pas du tout ça. Et du coup, c'est un peu ça la question que je voulais te poser. Est-ce qu'on s'engage toujours pour des raisons autres que celles qui sont professées, tu vois? Est-ce que c'est toujours en fait un prétexte quand on va comme ça, je parle d'engagement, dans un contexte bien précis, combattant, tu vois? Est-ce que quand on devient combattant volontaire pour X ou Y cause, finalement, c'est toujours un prétexte, ce qui est professé publiquement? Et est-ce que derrière, il y a une psychologie, tu vois? Comment tu vois ça? Tu poses vraiment des questions qui ont été fondamentales pour moi avant que je me lance dans le roman et dans sa mise en forme. Finalement, ce roman, c'était aussi, entre autres choses, parce qu'un roman contient toujours un peu 10 ou 12 sujets, on va dire, pour les appeler comme ça. J'aime pas beaucoup la notion de sujet, mais pour aller vite, je dirais sujet. Et c'était évidemment rejouer de nouveau encore pourquoi est-ce qu'on s'engage, quoi. Pourquoi est-ce que... alors on s'engage là au double sens du terme, parce qu'il y a l'engagement dans l'armée, hein, traditionnellement, on s'engage dans l'armée. Donc c'est un engagement dans l'armée, une drôle d'armée, mais une armée un peu spécifique, qui a été un peu fabriquée de briquet de broc dans des circonstances urgentes. Les Kurdes étaient vraiment assiégés par l'État islamique à un moment. Il fallait des gens pour les aider. Ils ont fait un appel aux volontaires étrangers et s'est constitué cette espèce de sous-armée de l'armée kurde syrienne qui s'est appelée les Lions du Rojava. Et donc engagement aussi idéologique, hein, quelqu'un qui s'engagerait au Parti communiste, quelqu'un qui s'engagerait au Rassemblement national, quelqu'un qui s'engagerait, je sais pas, dans l'écologie radicale par exemple, dans Extinction Rebellion, enfin il y a plein de formes d'engagement possibles, même l'engagement associatif. Et c'est une question que je me pose toujours, on en avait un peu parlé d'ailleurs à propos de psychologie, hein, il y avait quelques éléments comme ça, donc tu fais bien de resituer les choses sur la psychologie. Et oui, c'est vrai que j'ai toujours du mal à adhérer au récit un peu simplet, qui consisterait à dire « j'adhère à des idées ». Bon, il est vrai qu'il y a une philosophie kurde, il est vrai que, et notamment du côté du Rojava, puisque le territoire du Rojava était à ce moment-là, s'était constitué comme territoire autonome et s'y déployait une espèce d'expérience démocratique qui fait beaucoup rêver, et en tout cas qui intéresse beaucoup des gauchistes attardés de mon espèce. Donc c'est aussi, moi je savais longtemps que je suis ce qui se passe là-bas. Alors, est-ce qu'on peut dire que Steve et Michael, c'est parce qu'ils ont eu vent de cette philosophie kurde et de cette proposition démocratique radicale qui était en œuvre à ce moment-là, qu'ils s'engagent? Évidemment pas. Mais même si je prends des volontaires qui, eux, sont beaucoup plus constitués politiquement avant d'y aller, et Steve va en rencontrer quelques-uns. De fait, parmi les engagés auprès des Lions du Rojava, tu avais des anarchistes, ou des communistes, ou des anarcho-communistes, qui évidemment étaient très intéressés idéologiquement par le fait d'aller soutenir une cause, en quelque sorte, au prétexte de la guerre ou à l'occasion de l'urgence militaire. Mais même ceux-là, même si j'en ai rencontré quelques-uns, même ceux-là, évidemment, le récit qui consisterait à dire « j'ai des idées, j'ai des valeurs, les Kurdes défendent les mêmes valeurs et donc je m'engage à leur côté », ce récit sera au bas mot insuffisant. Il est évident que, ne serait-ce que parce que soyons un peu mathématiques, tu as 50 000 anarchistes en France qui connaissent le Rojava, qui connaissent un peu cette affaire-là. Pour 50 000, il n'y en a que 12 qui se sont engagés là-bas. C'est bien donc qu'il faut convoquer d'autres critères. Et les critères vont être évidemment plus personnels, pour prendre ce mot qui est aussi problématique, mais voilà, j'essaie d'aller vite. Peut-être qu'à ce moment-là, dans la vie de tel, il y avait un désarroi ou peut-être qu'il sortait d'une déconvenue amoureuse, va savoir. Peut-être qu'il était aussi un peu dans un moment de sa vie professionnelle, un peu, tu vois, un peu mou. Peut-être qu'il venait de se faire virer d'un boulot. Peut-être qu'il était un peu hésitant sur son destin social et qu'il s'est dit, pourquoi pas en fait aller au moins donner un peu plus de consistance à ma vie en allant combattre. Peut-être aussi que tout anarchiste qu'on est, ou tout communiste soit-on, peut-être qu'on peut être attiré par, non pas tant la guerre, mais peut-être le combat, l'intensité du combat, peut-être aussi la fraternité d'armes, la fraternité virile. Enfin, je veux dire, nul n'est épargné par ce genre d'affect
y compris des gens qui, a priori, idéologiquement, en seraient très loin. Ben voilà, donc il faudrait à chaque fois scanner tout ça. Et dans le cas de Steve, la question se pose d'autant plus que lui, il a aucun postulat idéologique. Je veux dire, il n'est pas du tout politisé, ou alors il l'est malgré lui, c'est-à-dire, je dirais, plutôt du côté de la conservation. Il a des valeurs conservatrices. Il a grandi dans une petite famille, classe moyenne, tendance prolo, catholique, je crois, où on est plutôt éduqué dans la docilité au corps social et à l'ordre social. Ce que je trouve toujours à la fois discutable et émouvant. C'était un peu le cas déjà de mes personnages dans L'amour, même si évidemment c'était joué de façon plus douce. Donc voilà, donc évidemment, ce qui a fait que Steve s'est retrouvé là-bas, c'est tout sauf une adhésion idéologique, parce qu'en plus, il a découvert sur place la philosophie kurde, parce qu'il a rencontré des huiles, des cadros ou des quadros, c'est un peu les cadres de cette armée kurde qui s'appelle pas armée d'ailleurs, mais force de protection du peuple. Donc déjà, ça dit beaucoup de choses de la philosophie kurde, je l'appelle comme ça, ou de la pensée kurde. Ou peut-être de l'éthique kurde, je ne sais pas, il faudrait trouver le bon mot. Donc évidemment, je l'ai souvent dit dans les entretiens, quand je rencontrais des anarchistes qui étaient partis là-bas, à aucun moment ça me donnait envie d'en faire des personnages de romans. Pourquoi ? Parce que j'adhérais pas à eux ? Non, le contraire. J'adhérais beaucoup trop à eux. J'étais beaucoup trop proche d'eux, en tout cas idéologiquement. Et je crois que pour le coup, ils étaient peut-être un peu moins complexes et un peu moins opaques que Steve. Parce que pour Steve, il y a vraiment un point d'interrogation. Et donc, il faut convoquer d'autres éléments. Et voilà, c'est tout le livre. Pour rebondir sur la psychologie des personnages, il y a un contraste qui est assez marquant entre le fait qu'ils réussissent à s'engager. Dans le récit, c'est encastré de manière assez linéaire. Ils s'engagent. Et en même temps, ils ont une incapacité à élaborer. On sent bien que la maîtrise du langage est insuffisante pour leur permettre vraiment de se justifier. Juste avant de partir, Steve parle avec sa mère et il essaie de lui dire à quel point ça va être utile pour lui de s'engager. Et, voilà. Et elle lui répond qu'en fait, il pourrait aussi travailler à la maison de retraite qui est à quelques kilomètres de chez eux. Et en fait, là, ça s'écroule et tu finis du coup l'échange en disant « Parler n'aura servi qu'à lui faire regretter d'avoir parlé ». J'ai trouvé ça intéressant, cette psychologie que tu construis, qui est toujours frontale par rapport à la capacité d'élaborer. Ouais, c'est aussi à ce titre-là. Alors, juste par détail, il se trouve que sa mère travaille, disons, c'est pire en termes de proximité de la mort que la maison de retraite. Elle travaille aux soins palliatifs. Donc, ce qu'elle va faire valoir auprès de Steve, c'est si c'est la mort que tu cherches ou la proximité de la mort, j'ai ce qu'il faut à la maison. J'ai ce qu'il faut. Moi, de la mort, je la côtoie tous les jours. J'accompagne des mourants, moi, des gens pour lesquels on a considéré qu'il n'y avait plus aucune chance et que donc il ne s'agissait plus que de les accompagner. C'est ça, les soins palliatifs. Donc voilà, petite parenthèse, mais qui ne change absolument rien à ton propos. Oui, de toute façon, moi, je pense je constate, parce que souvent, comment dire, on découvre le romancier qu'on est en écrivant. De la même façon que Steve a peut-être découvert pourquoi il était parti là-bas en y étant, et non pas au préalable. On a toujours un peu du retard. Enfin, moi, c'est mon postulat un peu matérialiste. Je considère que la conscience a toujours du retard sur les faits, quoi, et que la conscience est le cours après les faits, et elle produit des récits rétrospectifs. Alors, dans le cas de Steve, encore plus. Et c'est vrai que j'ai tendance, dans mon travail de romancier, à me poser et souvent à accompagner ou à dessiner, puis accompagner des personnages qui sont particulièrement carents en langage. Parce que je trouve que c'est toujours beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui aurait déjà conscientisé beaucoup de choses et qui produirait énormément de discours sur ce qu'il fait. Même si c'est intéressant, parce qu'on pourrait voir aussi comment parfois les gens très verbeux, qui sont capables d'élaborer un discours, convoquent le discours souvent pour se mentir à eux-mêmes, ou en tout cas pour produire un discours qui va peut-être recouvrir l'os de la vérité. Mais dans le cas de Steve, de toute façon, les questions ne se posent pas. Effectivement, c'est quelqu'un qui n'est pas doué pour l'articulation linguistique, c'est vrai, il y a des gens comme ça. Ce qui n'en fait pas des gens inintelligents, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont plus acrobates de la langue, plus virtuoses, plus habiles avec les mots, sans doute par éducation, par contexte, enfin tout ce qu'on sait. Et Steve, c'est pas le cas, et ça, tout de suite, ça m'attire. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai considéré qu'un roman était possible avec lui, parce que précisément, il nous opposerait en permanence une certaine opacité, laquelle opacité ne pourrait pas être déflorée par la verbalisation. Et je trouve toujours très beau, enfin après il y a un élément, tu disais tout à l'heure qu'il était touchant, je crois que ce qui le rend touchant, et ce qui rend touchant probablement ces gens et les échanges avec la mère, qui n'est pas non plus une grande volubile, c'est que ces gens s'aiment, ces gens ont une tendresse infinie les uns pour les autres, ces gens sans doute voudraient se dire plein de trucs les uns aux autres,
mais n'ont pas les capacités ou même l'habitude, en fait, ne s'autorisent pas à parler. C'est même moins c'est moins une question de technicité de la langue que d'autorisation à parler. C'est les gens modestes, comme on dit, ce qui est toujours un mot un peu condescendant, les gens modestes. En même temps, ça veut dire un truc. Ces gens qui ont définitivement acté qu'ils n'étaient pas fondés à parler ou légitimes à parler. Et donc, dans ce cas-là, c'est aussi, c'est un défi pour le romancier. Et ça le pousse un peu dans ses retranchements. C'est-à-dire que ce que tu pourrais faire passer facilement par le langage, le verbe, tu ferais des dialogues, quoi. Tu es bien obligé de le faire passer par les faits et les actes. Et ça, d'un point de vue romanesque, c'est beaucoup plus intéressant. C'est plus difficile, mais c'est plus intéressant. Ouais. C'est une très bonne transition, mais que je vais couper quand même parce que je voudrais revenir sur un dernier truc avant qu'on parle de style. C'est là où je voulais en venir, en fait. Là, ce que tu évoques là, c'est un aspect beaucoup plus technique de l'écriture. Avant ça, j'avais quand même une question que j'avais pas forcément prévu de garder, mais qui me semble importante, sur Steve, justement. On l'a déjà évoqué, la motivation première de son engagement, elle est pas forcément évidente à cerner. Une grosse hypothèse, en tout cas de ma part, c'est qu'il y a quand même une difficulté à être si loin de son frère. Oui. Et une question qui m'est venue en découvrant ce personnage au fur et à mesure des pages du roman, c'est comment est-ce que tu l'as conçu intellectuellement ? Parce que moi, une question, si tu veux, que je me suis posée, c'est que son désir se loge dans des choses un peu aléatoires parfois. Tu vois, je vais partir défendre le Kurdistan parce que mon frère y est, mais en fait, lui, ce qu'il dit, c'est non, je veux défendre protéger les innocents. Je crois. Ce qu'il dit, tu vois, donc voilà, son désir se loge dans un truc, en tout cas affirmé comme ça, et puis même en fait ça se voit dans d'autres traits de caractère et dans d'autres presque obsessions qu'il a, par exemple sa fascination pour Grégory Le Marchal, qui est quelque chose qui semble être un concours de circonstances en fait, c'est-à-dire il était au bon moment devant la télévision, il a vu ce participant à la Star Academy, qu'il l'a touché, mais ça aurait pu être autre chose, tu vois, et voilà, je me suis posé moi, si tu veux, ça m'a fait penser, je me suis dit, ce personnage, il est quelque part sur le spectre autistique. Alors, je ne sais pas si tu l'as conçu comme ça, mais moi, c'est vraiment l'effet qui m'a fait. Et je voulais te poser cette question. Alors, je ne l'ai pas du tout conçu comme ça, mais parce que peut-être aussi, je me mets toujours en disposition, quand je vais me lancer avec un personnage, de soustraire les mots, soustraire les catégories et soustraire les étiquettes, y compris les étiquettes, on va dire, médicales, ou je ne sais pas comment appeler l'étiquette autistique, ou l'étiquette autiste, ou spectre autistique. En tout cas, c'est une catégorisation. C'est une nomination d'un comportement humain ou d'une attitude humaine, ou peut-être d'une psyché humaine, je ne sais pas. Donc, mon idée, c'est quand même de soustraire. Voilà. Et donc, après, on va remonter les faits avec lui, on va les tisser, on va les inventer, on va parfois, au contraire, se conformer à des choses qu'on a entendues, parce que j'ai fait un peu un mixage des deux pour écrire. Et ma foi, après, peut-être que des mots comme ça peuvent apparaître. Mais l'important pour moi, c'est d'abord de les laisser de côté. Tu vois, surtout pas se laisser encombrer par les grandes catégories. En revanche, je suis vraiment ravi quand un lecteur ou une lectrice, ayant lu le livre, convoque ce genre de catégorie. Si ça t'a évoqué ça, moi, du coup, ça me fait réfléchir. Je me dis, ah oui, mais pourquoi pas ? Tu vois, parce que je ne suis pas moi-même le maître, je ne suis pas propriétaire de mon personnage. Même si c'est moi qui l'ai constitué de A à Z, pratiquement, même si, encore une fois, il y avait un modèle, mais au bout du compte, c'est une créature de papier, et cette créature de papier, elle est tissée de phrases, et ces phrases, elles viennent de moi. Donc voilà. Mais j'en suis pas propriétaire. Moi, j'essaie toujours d'avoir un rapport à mon personnage qui est quand même un peu distant aussi, pour laisser justement du jeu entre ne pas me l'accaparer, pour aussi que le lecteur puisse s'en emparer. Et par exemple, donc, en déduire que tiens, mais est-ce que ça serait pas un cas de spectre autistique ou que sais-je ? Ça me plaît beaucoup. Après, je vais y réfléchir, en fait, à ce que tu dis. Tu étais le premier à me dire ça. T'es le premier à me dire ça. Ça veut pas dire que ce soit erroné, loin de là. Mais du coup, voilà, c'est bien. Moi, ça va me faire voyager. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas besoin de ce genre de mots pour constituer un personnage. Bien sûr. Ok, très bien. Donc maintenant, j'aurais aimé qu'on se focalise un petit peu sur le style. Là, on a évoqué plusieurs aspects, on va dire plus narratifs, ou en tout cas de la construction des personnages et de leur ethos. Et dans la précédente interview qu'on avait faite, donc pour parler de ton avant-dernier essai Psychologie, au pluriel, tu me disais que tu faisais pas forcément tant que ça la différence, toi, en tant qu'auteur, entre tes essais et tes romans. Or, moi, en tant que lecteur, j'ai vu une assez grande différence. Justement parce que, en fait, dans le style, il y a des choses qui sont inhérentes, à mon sens, au romanesque, qui là étaient très visibles.
du simple fait qu'en fait, il y a des personnages qui ont des interactions, ce qui est beaucoup moins le cas dans un essai, même si psychologie, il y a des aspects romanesques, hein, je suis d'accord. Mais tu vois, là, il y a un truc qui m'a vraiment frappé d'un point de vue stylistique. Suite à certaines interactions de certains personnages, c'est qu'il y a des jeux que tu fais avec la ponctuation qui sont très étonnants, tu vois, où tu vas totalement squeezer la ponctuation dans à certains moments clés qui souvent font suite à des dialogues, ou sont même des dialogues eux-mêmes, ce qui retransmet justement déjà le côté peut-être un peu gauche qu'on décrivait là sur le fait que c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitus, pour parler un peu bourdieusien, du verbe, on va dire, mais qui en plus retranscrit aussi des états émotionnels, je pense. Donc voilà, j'aurais aimé que tu commentes un peu ça, comment tu avais vu ça et pourquoi construire les interactions comme ça. Ouais. D'abord, il faut que je mette un peu, que je refasse un peu un point sur cette question de roman-essai, parce que en fait, pendant très longtemps, enfin pas si longtemps que ça, parce que je suis pas si vieux, et surtout je me suis pas mis, je suis venu à l'essai un peu sur le tard dans mon travail d'écriture, même si j'avais quand même fait un anti-manuel de littérature dès l'année 2008, donc c'était plutôt au début, c'était un essai sur la littérature, mais quand même j'ai systématisé un peu l'assiduité du côté de l'essai depuis quelques années. Et vraiment, dans un premier temps, je me suis souvent entendu dire et entendu penser que c'était radicalement différent. C'était vraiment des postures textuelles totalement, non pas antagoniques, mais différentes. C'est pas du tout la même disposition quand je pars dans l'un ou quand je pars dans l'autre. Ce qui m'a fait dire plus récemment que plus ça allait, et peut-être à toi, maintenant je l'avais oublié, mais peut-être que je l'ai dit ici, je voyais de moins en moins de différence. C'est pas tant du côté de mon travail romanesque, ou au contraire, je crois que j'ai radicalisé, en fait. Plus ça va, plus mes romans sont des romans. Enfin, plus ça va, plus... J'essaie de toucher une espèce d'absolu, à mes yeux, de ce que serait la textualité littéraire, ou la textualité romanesque. Le problème, c'est que de l'autre côté, mes essais ressemblent de plus en plus, non pas à des romans, évidemment, plein de différences, mais empruntent de plus en plus au récit, emprunte de plus en plus à la narration, convoque de plus en plus ce qu'on appelle un peu des personnages. Tu vois, c'était le cas dans Psychologie, où il y avait, c'était des scènes un peu que après je disséquais en long et en large. La grande différence quand même, qui demeure, c'est que dans le roman, la voix de l'auteur est soustraite. Autant que possible, bien sûr, puisque c'est moi qui suis le maître d'œuvre, c'est moi qui suis le chef d'orchestre, toutes les phrases viennent de moi. Mais il n'y aura jamais de prise en charge de la parole directe. C'est ce que j'ai pu écrire dans Comme une mule, où j'essayais de redéfinir ce qui me paraissait presque l'essence de la littérature. Enfin, c'est pas l'essence, mais plutôt les modalités textuelles où il me semble que la littérature est particulièrement chez elle, où est-ce qu'elle produit une textualité spécifique par rapport à d'autres régimes de discours. Et ce qui me paraissait spécifique à la littérature par rapport à plein d'autres régimes de discours, c'est l'anti-expressivité. C'est-à-dire vraiment l'idée que quelqu'un est en train de nous parler. Quelqu'un est en train de nous parler quand je réagis sous une vidéo. Je parle, je dis un truc, j'exprime un machin. Et souvent, d'ailleurs, j'exprime une opinion. Le régime expressif est dominant. Et ce qui me paraissait précieux dans la littérature, c'est le retrait de l'expression. C'est-à-dire, c'est plus une voix qu'on entend, c'est un auteur qui se dissémine dans des personnages, dans des situations et dans des faits. Chose que j'ai tendance vraiment à radicaliser, je dirais, depuis à peu près depuis mon travail romanesque depuis une dizaine d'années, mais notamment dans L'amour et Désertion, qui pour moi sont très proches de ce point de vue-là, et je suis en train de faire avancer un troisième qui sera un petit peu du même acabit. Donc voilà, c'est ça le truc, c'est que donc du coup je vais comment dire, le sens, si sens il y a, va complètement être confié dans le roman aux gestes, aux attitudes, aux situations, et enfin je viens à ton truc, qui est une remarque que j'aime bien. Et par exemple, à des faits textuels comme la ponctuation, par exemple à des mises en page, vraiment à des configurations textuelles. C'est le texte qui parle tout seul dans un roman, pour moi. Pour moi, c'est ça l'absolu littéraire. C'est l'impression que ça parle tout seul, que ça raconte tout seul, que les choses parlent d'elles-mêmes, ou même, j'aime bien dire aussi, les phrases parlent d'elles-mêmes, ce qui est encore mieux pour moi. Alors qu'effectivement, dans l'essai, il y a toujours un petit côté, là, dans le dernier celui que je viens de publier, du mépris. Dès le début, il y a un je qui parle et on reconnaît Bégodeau. C'est Bégodeau qui vous parle et vous dit, ok, d'accord. Donc un jour, je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée. Quelqu'un un jour m'a contacté et très très vite, il m'a accusé de mépris. Ah là là, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas du mépris. Donc j'ai réfléchi et donc je lui ai répondu. Enfin, je parle à la première personne et vraiment en mon nom pendant tout le livre, même si je raconte plein d'autres choses et plein de situations.
bien malin qui pourrait voir où est l'auteur dans Désertion, je crois. Et donc, il y a j'ai vraiment ce truc qui me travaille énormément quand je me mets en position roman, c'est arriver à m'absenter du texte et faire en sorte que ça parle tout seul. Et donc, du coup, je me sers de l'outillage textuel pur, quoi. Par exemple, la ponctuation, par exemple, la mise en page, par exemple, comment est-ce qu'on présente un dialogue. Par exemple, effectivement, comment tu vas, et c'est un peu ça, je crois que tu pointais, c'est comment il y a une espèce parfois de confusion organisée entre les paroles et les pensées, les actes et les pensées, parce que pour moi, ça, c'est la vie. C'est-à-dire que... Alors, ce qui me fait dire de temps en temps, toujours, essayons d'approcher toujours les bonnes nominations, mais c'est jamais les bonnes, mais là, j'en suis là. Ce qui me fait dire que mon horizon quand j'écris un roman, c'est la vie. Dit comme ça, c'est vraiment une connerie infinie, mais vraiment, mon Dieu, c'est restituer la vie. Voilà. Alors, la vie dans une situation, la vie située, mais la vie. Dans un essai, je crois qu'en fait, je regarde un peu plus du côté de ce qu'on pourrait appeler prétentieusement la vérité. Tu vois, les articuler des pensées justes. Alors, qui de fait ont un horizon de justesse et donc qui regardent encore du côté de la vie, parce que la justesse c'est ça, c'est l'adéquation des mots à la vie. Pour moi c'est ça la justesse. Et la vérité, j'espère que c'est aussi ça. Sinon la vérité m'intéresse pas beaucoup. Mais voilà, si je voulais un peu, on est peut-être un peu parti un peu trop loin du fait formel que tu désignais, mais j'étais obligé un peu de faire cette espèce de résumé des épisodes précédents. Ouais. Non, tu fais bien. Le style porte le réalisme de ton roman aussi. Enfin, moi, j'ai trouvé personnellement que c'était particulièrement favorable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chapitrage, c'est un flow ininterrompu. Donc, on va suivre, en fait, un peu de manière inexorable, le développement autour, donc l'élaboration des deux personnages autour de leur futur départ. On les suit au début dans leur parcours raté à l'école, où à la fois le côté vertical de l'institution les tabasse. On peut le dire. Ils ont vraiment du mal à rentrer dans l'apprentissage, c'est très difficile pour eux, mais le côté horizontal, qui est la socialisation à l'école, leur fait pas de cadeau non plus, parce qu'on pourrait assimiler ça à du harcèlement. Steve vit en tout cas une période particulièrement difficile où il est exclu de son groupe d'amis, pour des raisons pas très claires, ou disons, qui seraient un peu des raisons de préadolescent, quoi. Enfin, c'est un peu mystérieux, mais en tout cas, ton style nous emporte, et je trouve que ça forge vraiment cette idée que c'est inexorable, mais pas dans le sens c'est le destin, mais dans le sens où vraiment tout se construit petit à petit. Et on sent aussi, par exemple, dans les dialogues, dans la façon de faire des dialogues, tu les croques parfois de manière un peu cruelle. Quand Steve, par exemple, au milieu de ses nouveaux camarades combattants comme lui, a du mal à se présenter, alors on lui fait répéter... Enfin, en gros, les phrases sont répétées, c'est-à-dire que ces phrases sont traduites par un Belge à un Brésilien. Donc il y a cette petite délectation. Je dirais pas cruel parce que je te trouve pas du tout cruel dans le roman, mais il y a quand même l'idée un peu, il y a de l'humour là-dedans. Il y a un peu d'humour dans ce recul, notamment cette scène du coup où il est obligé d'expliquer que il a perdu les photos de son téléphone et donc il peut pas expliquer, il peut pas montrer en fait que Jade est sa petite amie parce que tout simplement ce n'est pas sa petite amie, c'est simplement une collègue serveuse. Voilà. Comment tu as réfléchi l'articulation entre ce réalisme là, cet humour? Est-ce que c'est quelque chose que tu as beaucoup réécrit par exemple? Alors, en général, quand même, sur les romans, il y a beaucoup de travail, de retravail, de repassage infini. La première version consiste toujours à ce que j'appelle poser le texte, c'est-à-dire m'assurer que le texte tient. Voilà. Et donc, je ne vais pas être trop regardant pour l'instant sur les phrases, je vais surtout essayer de composer l'ensemble et dire, voilà, est-ce que ça tient? Comme un artisan se dit, est-ce que la chaise, elle tient? Est-ce qu'on peut s'asseoir dessus? Est-ce qu'elle a l'usage qu'elle doit avoir, à savoir, elle est solide, je me mets dessus, j'arrive à la porter, à la mettre dans tout. Déjà, je m'assure de ça. Et après, on va rentrer dans le vif des phrases et on va peaufiner au fil des repassages. Mais ce que tu disais était important, je pense, oui, je peux m'arrêter là-dessus parce que tu t'as dit plusieurs choses en même temps, enfin à la fois, c'est très riche, donc je vais essayer de me poser sur un truc, ça serait sur l'humour. Là, c'est pareil, de la même façon que j'essayais de dire tout à l'heure que mon absolu, et encore une fois, un absolu, ça veut dire qu'on ne l'atteint jamais, et que c'est bien pour ça qu'on refait un roman après, pour de nouveau essayer de faire mieux, parce qu'on n'a jamais fait aussi bien qu'on voudrait. En tout cas, le défi qu'on s'est... lancé n'est jamais exactement atteint, donc on court après, puis voilà, ça fait qu'on écrit tout le temps. Mais
L'absolu étant que les choses parlent d'elles-mêmes ou que la vie semble s'inviter d'elle-même sur la page, à travers les phrases, mais d'elle-même. Pour moi, le comique, c'est pareil. C'est que j'essaie de plus en plus, dans mes romans notamment, que l'humour soit vraiment immanent aux choses. C'est-à-dire la drôlerie, elle va être inscrite dans la vie elle-même. Qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un auteur qui est en train de fabriquer un gag, qui est en train de fabriquer, attention, poète, humour. Ça peut m'arriver encore, parce qu'on se refait pas, parce que j'aime bien, je suis un peu potage par moment. Mais ça, je vais plutôt le garder pour les essais d'ailleurs. Les essais qui sont souvent considérés comme plus drôles que mes romans. Enfin, après, il y a débat. Mais parce que comme je parle plus directement dans les essais, je pense que je peux faire davantage entendre ma fibre humoristique, plus ou moins agressive, enfin, plus ou moins consternante. Dans le roman, je dirais, c'est la drôlerie immanente des choses qui va m'intéresser. Et la drôlerie, elle est toujours belle, la drôlerie de la vie, parce qu'elle fraye toujours avec le ridicule, elle fraye toujours avec la tendresse aussi. Si tu prends effectivement ce truc de Steve prétendant qu'il n'a pas les photos de celle qu'il prétend être sa petite amie, il y a quelque chose d'un peu pathétique à ce moment-là dans l'attitude de Steve. Ça fait un peu le garçon qui n'ose pas avouer qu'il n'a pas de petite amie. Et en même temps, pour moi, c'est bouleversant. Enfin, il y a l'expression tout simplement d'une faiblesse de Steve. D'ailleurs, son angle mort, ou peut-être son point de faiblesse principal, c'est quand même le rapport au féminin pour moi. Ça, on voit qu'il y a un vrai déficit là-dessus. Et d'ailleurs, on ne peut pas lui en tenir rigueur. Ce n'est pas de la faute de Steve si, pour l'instant, son commerce avec l'autre sexe est pas super performant. Eh oui, c'est comme ça, on fait ce qu'on peut dans la vie. Moi, j'aime bien me dire aussi que mes personnages, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Ça, c'est vraiment une phrase, tu vois, très bon sens populaire. Mais ça, c'est vraiment des phrases qui m'accompagnent quand je suis romancier. C'est on fait ce qu'on peut, quoi. Et moi, je fais ce que je peux dans ma vie. Je fais pas toujours bien, mais je fais ce que je peux. Et si vraiment, il fait ce qu'il peut. Et donc, oui, il va y avoir un moment des choses qui vont être à la fois drôles et en même temps pathétiques, en même temps ridicules, en même temps émouvantes. Et voilà, et c'est tout ça qui constitue la drôlerie de la vie. J'espère. Moi, j'ai l'habitude de me dire que c'est de la tendre drôlerie ou de la tendre ironie. C'est de l'ironie vraiment d'accompagnement. C'est la condition humaine pour moi est fondamentalement ironique parce que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette histoire. Je veux dire, nous sommes propulsés dans cette vie, nous allons en partir par un décret plus ou moins arbitraire. Nous ne laisserons aucune trace. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors ça peut susciter une grande angoisse. Mais il y a aussi, oui, c'est absurde. Et là où il y a de l'absurdité, il y a du rire. Enfin, tu peux le prendre de temps en temps par l'angoisse, mais aussi par le rire. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, de toute façon, la vie est ironique. Quelle grande. Moi, une de mes expressions préférées, c'est l'ironie du sort. J'adore cette expression. Par ironie du sort, des fois, il y a des ironies du sort, tu vois. Et moi, j'essaie toujours de me situer un peu dans cet endroit-là, là où la vie vraiment a du mal à pouvoir prétendre être rationnelle. Il y a vraiment des trous, quoi. C'est bancal, la vie. Situe-toi dans cette bancalitude, tu obtiendras de l'émotion, et puis parfois du rire. Et puis parfois, idéalement, pour moi, les deux en même temps. Alors ça, là, pour moi, c'est gagné. Mais c'est rare, hein. Très intéressant. Ouais. C'est assez camusien, hein, ce que tu merde, là. Qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Mais non, c'est marrant parce que pour rebondir très brièvement là-dessus, moi, ça m'a effectivement, ces situations-là m'ont touché de cette manière-là. Il y a un côté, tu sais, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'humour awkward, notamment en référence à The Office, tu vois. Ouais. Voilà, en fait, que j'adore, évidemment. Ouais, ça me surprend pas, tu vois. On en parlait avant avec Jocelyn. Moi, ça me surprend pas parce que ces situations-là, dans le livre, m'ont fait un peu l'effet The Office, quoi. Mais c'est pour ça que les personnages maladroits, moi, je l'ai parfois fait pour des narrateurs qui me ressemblaient le plus. J'ai fait très peu de narrateurs, de personnages qui me ressemblent, mais quand même, il y a eu 2-3 reprises. Le prof d'Entre les Murs, évidemment, me ressemblait. Enfin, je veux dire, c'était quand même, je racontais ma vie, quoi. Et l'auteur était le narrateur qui était le personnage. Et puis un peu La blessure la vraie, qui racontait mes 15 ans, quand les vacances d'adolescent en Vendée, comme j'ai pu les connaître. Et à 2 reprises, alors que vraiment on avait affaire là pour le coup à un personnage assez proche de moi, je le faisais toujours beaucoup plus maladroit que moi j'étais dans la vie. J'ai constitué dans le livre Entre les Murs un prof beaucoup plus pâteau et beaucoup moins débrouillard que je l'étais. J'étais souvent débordé. Comme tous les profs, j'arrivais pas à faire ce qu'on me demandait de faire, bien sûr. Mais quand même, j'avais des acrobaties verbales et d'une malice psychologique qui faisait que je m'en sortais toujours un peu. Quand j'écris Entre les Murs, au contraire, je vais vraiment faire un prof plus démuni que je ne l'étais.
Et quand j'avais fait La blessure de la vraie, j'avais fait un jeune de 15 ans. Bon, Dieu sait si j'étais pas très dégourdi, ni comme dragueur. Enfin, sur le marché de la séduction, j'étais quand même pas hyper dégourdi, mais je l'étais davantage que mon narrateur. Parce que la maladresse, je trouve que c'est hyper fécond, quoi. Parce que ça rate là où ça rate, il y a de la vie. Et donc, je le fais. J'aime bien aussi des personnages maladroits. Et Steve aime maladroit. Oui, il y a un autre exemple que je pourrais prendre, ce qui m'est venu en t'écoutant tout à l'heure, et j'ai oublié de le dire, mais vers la fin du livre, c'est pas un spoil parce que voilà, il recroise par hasard, enfin par hasard, mais pas le chef de bande qui l'avait harcelé quand il avait donc 10 ans plus tôt, à peu près 10 ans plus tôt, qui s'appelle Novak, qui était un peu le chef, quoi, toujours les chefs de bande. Et puis à un moment, Novak avait décrété que désormais Steve n'est plus de la bande. C'était une espèce de décret comme ça, et ils lui ont fait la misère. Donc c'est vraiment un bourreau, bourreau sans trop de conséquences, mais bourreau quand même. Il le revoit 10 ans plus tard. Bon, je raconte la scène, je l'imagine totalement, fiction totale, et puis je fais ce que je peux. Et puis après, Novak a fait mine de rien, évidemment. Bon, ça va, ça fait plaisir de se revoir quand même. Putain, t'as pas changé, je te présente ma femme. Oui, Novak, lui, comment dire, les bourreaux se souviennent toujours beaucoup moins bien de tel ou du mal qu'ils ont fait que les victimes se souviennent du mal qu'on leur a fait. C'est bien connu. Et donc Novak, pour lui, au contraire, il revoit un ancien pote, quoi. Et ça se passe bien, et Steve, ouais, ok, salut, ça va, etc. Et puis Steve se retrouve tout seul dans sa bagnole. Et là, il lui envoie un texto, parce que l'autre lui a laissé son numéro, du coup, on va se revoir maintenant. Il a son numéro, et il lui envoie « Je te pardonne ». Cet acte, pour moi, résume tout. Il y a un truc un peu pathétique dans le fait de faire ça. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre, Novak, qu'on lui pardonne? C'est vraiment un truc que Steve se fait à lui-même, en fait. Il a besoin, lui, de dénoncer, parce que la question du pardon le travaille un peu, quand même. Et donc ce texto est dérisoire, était un peu, oui, pathétique. Enfin, on se dit, mais Steve, t'as décidément, mais il est toujours à côté de la plaque, celui-là. Et en même temps, je trouve ça proche du sublime. Parce que je pense que s'il y a des gens qui ont une capacité de pardon sur Terre, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont une capacité de pardon au sens chrétien, hein, pas au sens je t'excuse, je m'excuse. Le pardon, le vrai, quoi, avec un grand P. Steve, ouais. Steve, il est capable de pardon. Donc, il est à la fois sublime et dérisoire au moment où il fait ça. Bon, je prends cet exemple, mais je pourrais prendre plein d'autres. Tu inventes le texto performatif. Ouais, mais qui n'est pas que performatif. C'est vrai. Ouais, mais ce qui est paradoxal dans ce que tu décris là, c'est que, et je l'avais pas forcément figuré comme ça en lisant ce passage, mais en fait, à la fois, il y a quelque chose d'insincère, en ce sens qu'il le fait pour lui et pas pour Novak, et en même temps, il est sincère dans son pardon. Quand même. Si je comprends bien. Oui. Il faut quand même arriver. C'est pas grand-chose d'écrire 9 lettres. 10 lettres. Non, 12. Je te pardonne. C'est un texto, quoi. Bon. Ça a moins de gueule que quelqu'un qui pardonnerait les yeux dans les yeux. Je te pardonne, comme on le verrait dans quelques films mystiques. Mais moi, la question du pardon m'a toujours passionné. Hein. Donc, c'est un peu rien, quoi. Ça mange pas de pain, on pourrait dire. Finalement, t'as composé. Tout le monde n'écrirait pas ce texto. Hein. Tout le monde n'écrirait pas ce texto. Aujourd'hui même, j'ai entendu le compagnon d'une victime, parce que le procès a lieu aujourd'hui, commence aujourd'hui, une prof qui a été assassinée par un élève. Et son compagnon, qui est tout à fait émouvant, hein, je veux dire vraiment, disait « Je ne pardonne pas ». Et je peux pas lui en vouloir. Je ne suis pas du tout sûr à sa place d'être capable de pardon. Mais comme quoi, le pardon, c'est quand même pas rien. Donc il y a même des mots, même par texto, qui sont quand même difficiles à... Donc Steve a cette capacité-là. Je pense qu'il a une bonté chez lui. Moi, je le ressens comme ça aussi. Alors juste pour rester encore sur des questions stylistiques, j'aurais bien aimé qu'on parle un peu de tes influences. Alors, pour commencer, moi, il y en a au moins 2 qui me sont venus en lisant Désertion. Dont une que j'ai du mal à expliquer. Enfin, c'est pas que j'ai du... C'est vraiment de l'ordre du ressenti sans que je puisse mettre des choses très concrètes derrière. Mais moi, dans ton style, il y a quelque chose qui me fait penser à Prévert. Je sais pas si Prévert est pour toi une influence. Mais voilà, je voulais qu'on parle un peu quels sont tes... Après, je te donnerai aussi l'autre et puis Jocelyn aura l'occasion de rebondir. Mais voilà, quelles sont tes influences à toi? De qui te sens-tu proche comme auteur? Et est-ce que Prévert, c'est une flatterie ou pas du tout, tu vois? Je crois que j'ai lu Prévert quand j'étais gamin, d'abord, parce qu'on le lit, c'est vrai, à l'école primaire, puis j'ai dû le lire un peu à l'adolescence, et depuis, je l'ai plus du tout lu. Donc, tu vois, je sais pas du tout où j'en suis avec Prévert. C'est marrant, là, d'ailleurs, le narratif qui se constitue avec certaines personnes publiques, personnes célèbres, et par exemple des écrivains. Je pourrais raconter moi et Prévert ou Prévert et moi. C'est très marrant parce qu'il y a un moment où il y a une rupture entre Prévert et moi et qui passe par, je te dis tout, Piala, qui est un peu une référence pour moi au cinéma, et qu'à un moment même de ma vie, j'écoutais religieusement. Si Piala disait un truc,
Piala m'aurait dit jette-toi dans la Seine, je me serais jeté dans la Seine. J'en suis revenu quand même pas de mon admiration pour Piala, mais en tout cas de ce fanatisme-là. Et Piala dit à un moment, dans une interview, quelle connerie la guerre. C'est un extrait de Prévert. Et il dit, qu'est-ce que c'est con de dire ça. Et moi, évidemment, ouais, c'est con de dire ça. Quelle connerie la guerre. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'était fini. Je ne lirai plus Prévert. En plus, il avait quand même écrit les films de Carnet que je n'aime pas. J'aime pas ses dialogues, etc. Mais entre-temps, eh bien, j'apprends que Prévert était quand même très, très proche des anarchistes dans les années 30. Que c'était quelqu'un d'assez admirable à plein d'égards, de très marrant, j'aime bien sa gueule, etc. Donc, je reviendrai à Prévert. Mais peut-être que ce que tu as perçu, c'est une confraternité anarchiste, tu vois, malgré moi, parce qu'encore une fois, j'ai pas de vécu actif avec Prévert. Ok. Et alors, du coup, pour détailler un peu, toi, qui t'aurais envie de citer là, si je te demande tes influences, pas forcément d'ailleurs pour Désertion spécifiquement, mais voilà, en tant qu'auteur de roman. Bah, moi, c'est sûr que je me situe toujours du côté, pour dire des choses, parce que je pourrais péter enfin, tu vas accumuler les noms. Je pourrais redire Beckett, Kafka, Flaubert, Echnoz, Faulkner. Voilà, ça c'est un peu les romanciers qui m'ont le plus marqué, ou écrivains tout court. Bon, il y en a d'autres, je les oublie, mais plutôt que de faire ce name dropping, je pense qu'il y a quand même des grandes familles de romanciers ou d'écrivains, disons. Il me semble que ceux que j'aime par-dessus tout, c'est ceux qui sont particulièrement précis et qui ont un usage des mots contrarié, un usage des mots qui se méfie des mots. C'est vraiment contre l'incontinence qu'on peut trouver chez d'autres écrivains, des écrivains qui se méfient pas des mots et qui au contraire déploient les mots, comme si les mots, bon, et ça y va quoi. Il n'y a pas de limite. Alors parfois ça confine au sublime, à la grandeur, mais moi je vois là des mots qui se déploient un petit peu. Comment dire, c'est vraiment des écrivains virtuoses qui s'écoutent un peu écrire et qui sont tellement virtuoses et tellement doués verbalement qu'ils laissent se déployer le verbe en perdant totalement de vue toute référence au réel. Les écrivains que j'ai tendance à beaucoup aimer sont ceux qui, au contraire, se disent les mots, c'est la plus belle et la pire des choses. C'est le plus grand piège du monde, les mots. C'est vraiment ce qui nous fait perdre de vue la vérité. Les mots sont un outil de vérité. On ne peut pas nommer la vérité sans les mots. On est bien obligé de passer par eux. Et ils sont c'est des alliés très pervers. Parce que les mots, au contraire, ne cessent de recouvrir le réel, de nous offrir tout un tas de nominations possibles qui vont complètement faire fi du réel. Donc je distingue des familles d'écrivains comme ça. Et ceux que je vais aimer, c'est ceux où je sens qu'il y a une bataille avec les mots, une bataille intransigeante avec les mots, de pas se laisser avoir dans des nominations qui te viennent, des métaphores trop faciles, parce que c'est beau, parce que c'est pas mal. Moi, par exemple, pour prendre un très bon écrivain de la première catégorie, je dirais Hugo. Hugo, c'est toujours assez génial à lire, parce qu'en plus, il y a quand même un roman de lui que je trouve génial, c'est Notre-Dame de Paris, mais vraiment, ça, c'est fort. Mais le Hugo poète, notamment, et un peu romancier aussi, tu sens qu'à un moment, quand même, c'est quelqu'un qui a un tel bagage lexical ou un tel bagage de nomination qu'il ne se contrôle plus. C'est incontrôlable. Et il perd de vue, je trouve, ce qui devrait être, à mon avis, le souci premier d'un écrivain, c'est quand même de dire la vie. Ça monte très très loin. En plus, il aime bien les grandes catégories. J'en ai eu vent encore récemment. J'ai relu il n'y a pas très longtemps 93, qui est son livre sur la Révolution française, qui est à la fois très beau pour plein d'aspects. Il y a une virtuosité exceptionnelle, notamment dans la description, tout ça. C'est toujours des macro-catégories où moi j'ai toujours envie de lui dire mais divise les mots. Et c'est ça, tu trouveras pas chez Kafka des grands mots. Il n'y a jamais des grands mots. Chez Kafka, c'est toujours une petite situation. Ah tiens, je me réveille, je suis un cloporte. Ou on ne sait jamais comment nommer cet insecte. Ou tiens, j'habite dans un terrier et je décris les différentes galeries du terrier. C'est quoi, c'est un animal? Enfin, hyper précisément, la vie dans le terrier. Alors des gens diront, oui, c'est une métaphore. Non, c'est pas une métaphore. Il est dans un terrier. Puis ça passe toujours par le petit chez Kafka. Et Beckett, on parle même pas, il a poussé ça à un point presque, je veux dire, proche de l'hystérie de la précision. Et voilà, donc je pense que tu as quand même des catégories. Quand je dis Romain Gary, je vois que c'est quelqu'un qui a d'abord utilisé les mots pour falsifier la vie. Alors il le fait parfois avec un certain génie, parce que tu as des grands falsificateurs. Je pense que Nabokov est un grand falsificateur, où là ça devient presque génial de falsification. C'est des falsificateurs pour moi.
Moi, c'est vrai que je suis plutôt du côté de ceux qui vont défalsifier, quoi, qui vont essayer d'avoir cette espèce de prétention à dire les choses le plus justement possible. Moi, je voulais revenir sur ton Incipit, qui, à en juger par les réactions de France Culture, a fait mouche. Parce que je trouve ça assez intéressant. Pour moi, c'est plutôt une fulgurance. Je trouvais ça assez génial, comme la première chanson d'un concert, c'est hyper important, un Incipit. Et là, tu vas mettre en relation sur un plan commun l'effondrement du World Trade Center, les 2 tours et la Star Academy. Parce que en fait, on est soumis à ces 2 spectacles par le même médium, qui est en l'occurrence la télévision. Tout à fait. Je voulais savoir à quel point tu l'avais travaillé, ça. Est-ce que c'est une fulgurance qui t'est venue, ou est-ce que tu t'es dit, il me faut vraiment commencer par quelque chose de fort, voire un peu peut-être provocateur? Oui, alors ça peut être un peu provocateur, mais disons au sens où je vais essayer de sauver mon esprit provocateur en disant que c'est toujours une provocation à penser, une provocation à essayer de ne pas s'en laisser compter par des représentations dominantes et essayer quand même de voir le juste. Bien sûr que cette phrase, elle est un peu travaillée. Alors, c'est pas une fulgurance, je pense que c'est plus un travail qui... D'abord, je voulais commencer par du macro et peu à peu aller à mes personnages pour vraiment les inscrire tout de suite dans un contexte. Bon. Et après, tu te dis, mais quel contexte? Quel contexte? De quel contexte sommes-nous les produits? Voilà une autre question. Il est entendu que nous sommes des produits d'un contexte. À part quelques essentialistes abstraits résiduels, je pense qu'on est tous d'accord qu'on est toujours un peu le produit de l'espace-temps dans lequel on évolue. Bon. Après, encore faut-il s'entendre sur le contexte. Et oui, on pourrait dire, tu vois, par exemple, hier encore, j'entendais, resservi toujours, un narratif bien connu sur le punk, et crise économique en Angleterre, années 70, ruine industrielle, chômage de masse, parce que vraiment, l'Angleterre dans les années 70 était vraiment mal en point, donc punk. Ou encore, il y avait eu 68, il y avait eu des idéaux un peu hippies, peace and love, et 10 ans plus tard, nous étions totalement revenus de ces idéaux, et donc le punk aurait exprimé la désillusion, le désenchantement, d'où la dureté du punk, sa cruauté, etc. C'est un discours que j'ai déjà entendu 1000 fois à propos du punk, et qui me paraît grossier, qui me paraît trop facile. Est-ce que les punks étaient le produit de la situation économique anglaise de 1976? Ils étaient le produit de mai 68. Encore faut-il qu'ils aient été au courant qu'il y avait eu mai 68. Encore faut-il que vraiment ils aient été branchés sur le fait que, il y avait eu des illusions, puis maintenant on était dans la désillusion. Enfin, tout ça, c'est des macro-discours que, à chaque fois que j'entends ça, je dis, mais c'est tellement plus compliqué la vie. Et donc, quel contexte t'affecte? C'est quand même la grande question. Eh bien, on pourrait dire, au début des années 2000, quand même, il y a ce macro-événement dingue, planétaire, spectaculaire. D'ailleurs, peut-être plus spectaculaire que décisif. Son aura dans l'histoire de l'humanité devra toujours quand même beaucoup aux images qu'il a produites, qui sont des images inégalables. Inégalables, en plus en 2 temps, voire 3. Des avions dans des tours. Et les plus grandes tours du monde, en tout cas d'Occident. Les tours s'écroulent. Nuages de fumée. Des gens se balancent par les fenêtres. Enfin, c'est une espèce de... Moi, je ne suis pas le premier à le dire. Bon. Est-ce que c'était véritablement un événement? Ça, c'est une question. Et deuxièmement, est-ce que vraiment ça a affecté les gens en 2001? On nous l'a présenté comme un événement planétaire. Est-ce que vraiment des gens ont été affectés dans leur quotidien par le 11 septembre? Ma réponse, mon intuition, pour avoir vécu le 11 septembre, j'avais 30 ans. Moi, je n'ai pas été affecté dans ma vie par le 11 septembre. Peut-être que ça a... activer des choses en moi, conceptuellement, théoriquement, sur ma perception du monde, ma perception des rapports de force, enfin tout un tas de choses, évidemment que c'était pas rien. Ça m'a pas affecté dans ma vie. Donc est-ce que Steve, 10 ans, est affecté par le 11 septembre? Moi, je vais raconter Steve, c'est mon truc, moi, c'est mon personnage, moi, c'est pas autre chose, mon idée. Ou est-ce qu'il est plus affecté par la Star Academy qu'il regarde toutes les semaines avec passion? Évidemment par la Star Academy, enfin. Surtout a fortiori quand il s'entiche d'un chanteur en 2004, Grégory LeMarchal, vainqueur de la Starac de 2004, qui par ailleurs a fait l'objet d'un culte assez tôt parce que jeune, talentueux et malade, et sans doute voué à une mort prématurée, ce qui a eu lieu. Voilà. En fait, oui, la phrase, évidemment, j'attends que mon spectateur, que ça le fasse un peu tiquer, cette espèce d'inversion des hiérarchies. Et je fabrique la phrase en fonction.
le verbe survenir portant sur la Star Academy et non pas sur le 11 septembre. Le 11 septembre n'est qu'un complément circonstanciel de temps. 40 jours après le 11 septembre, survient la Star Academy. L'événement, c'est la Star Academy. Évidemment qu'il y a une inversion, mais cette inversion qui peut, évidemment, dont j'attends que, t'as vu quand même, je prends pas les choses comme tout le monde le prend. Je me distingue. Oui, mais mon idée, c'est la justesse, quoi. Et je tiens qu'il était beaucoup plus juste de dire ça, que c'est plus juste du point de vue de Steve, et peut-être du point de vue de tout un tas de gens, d'ailleurs. Hein. C'était des questions qui me passionnent depuis le début, ça. Dans quelle mesure sommes-nous contemporains d'un événement? Dans quelle mesure est-ce que décréter comme étant un événement mondial nous affecte véritablement? Est-ce qu'en ce moment, ce qui m'affecte le plus dans mon humeur quotidienne, c'est la guerre en Iran? Je m'y intéresse, hein. Quotidiennement, je suis dessus, je suis comme tout le monde, comme plein de gens, je me documente, plein de trucs, ça active beaucoup de choses en moi. Est-ce que vraiment ça affecte mon humeur autant que mes problèmes de dos, ma vie amoureuse, ma vie amicale, le lancement des éditions Cause perdue dont je suis coéditeur, tu vois, où on n'a pas de thunes. Donc c'est plus... voilà, je trouve que c'est des bonnes questions à se poser pour un romancier, pour pas dire n'importe quoi et pour pas sacrifier à notre tour à des narratifs préconstitués. Une autre influence qui m'a sauté aux yeux, dont je voulais te parler, en suivant vraiment ce récit, notamment il y a un aspect qu'on n'a pas trop évoqué du récit, c'est que quelque part on s'attend, quand Michael puis Steve partent pour la Syrie, j'allais dire on serait en droit de s'attendre à de l'action. C'est caricatural, hein, ce que je dis, mais c'est vrai qu'on est tous plus ou moins bercés d'un imaginaire hollywoodien, personnages compris d'ailleurs, puisqu'ils font référence à des choses comme Battlefield Bad Company, par exemple. Donc on pourrait s'imaginer qu'on s'oriente vers des choses très spectaculaires, au sens encore une fois hollywoodien. Or, en fait, j'allais dire, il n'en est rien. Il n'en est pas tout à fait rien, mais il n'en est pas grand-chose. Particulièrement dans le cas de Steve, parce qu'à la limite, Michael, il vit des choses probablement plus extrêmes. On en sait assez peu, parce qu'il est peu loquace, mais pour le coup, Steve, bon, globalement, quand il est au front, il ne se passe pas grand-chose. Et du coup, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait penser énormément au Désert des Tartares de Buzzati. Je me demandais aussi si, voilà, pour en revenir à la question des références, tu avais Buzzati. Moi, j'adore cet auteur. C'est vraiment il a une place dans mon cœur particulière. Le cas aussi, c'est incroyable, je trouve. Donc voilà, je me demandais s'il y avait une filiation potentielle avec Buzzati ou pas du tout. De fait, alors là, pour le coup, c'est vraiment un livre qui m'a marqué, Le Désert des Tartares, que j'ai lu très jeune, mais qui m'a marqué durablement, je crois. Le cas, j'en ai aussi un bon souvenir, mais je serai plus précis sur Le Désert des Tartares. Et je pense qu'en fait, plus généralement, Le Désert des Tartares s'inscrit dans une lignée littéraire qui m'est chère, dont pour moi, un peu le héros AUT serait l'ami Gustave Flaubert. C'est quand même un peu toujours ce doute quant à l'idée un peu préconçue et un peu postulée par le romanesque, que dans la vie, il arrive des trucs. Et il y a cette espèce d'intuition chez Flaubert un peu inquiétante que, en fait, dans la vie, il n'arrive jamais rien. Et quand bien même il arriverait quelque chose et qu'on se retrouverait vraiment au cœur d'un truc où là, on se dit, il va vraiment arriver quelque chose, là. En fait, on s'en saisit toujours de façon un peu mineure et nous ne sommes jamais vraiment présents à l'événement. Ça, c'est vraiment un mode d'être qui est très présent dans l'éducation sentimentale, par exemple, où de fait, Frédéric Moreau traverse quand même au moins 2 révolutions, enfin voilà, le 19e siècle, plein d'ébullitions quand même, notamment insurrectionnelles. Et il se retrouve même témoin de l'intrusion populaire aux Tuileries en 1848. Mais il regarde ça avec distance parce que il n'arrive pas à éprouver en lui que vraiment il est en train de lui arriver quelque chose et qu'il est témoin d'un événement historique. Et ça, oui, bon, je pense que c'est un rapport au monde aussi, c'est toujours pareil, hein, les faits de style sont toujours des rapports au monde, et je pense que chez Buzzati, ça va se traduire par, on va au contraire, c'est un geste moderne en fait ça, je pense que ça, je vais y aller vraiment à gros traits, mais ce que je crois percevoir comme étant le geste fondamental de la modernité en roman et en peinture, peut-être un peu en cinéma aussi, dans ce qu'on a appelé le cinéma moderne, c'est-à-dire celui qui commence dans les années 60, etc. Bon, tout ça, c'est les grandes lignes. Hein. Mais j'y vais, je me lance. C'est justement l'anti-événementialité. C'est-à-dire que là où l'art romanesque, depuis, qui s'est constitué, on va dire, autour de la Renaissance, ou même un peu avant, postulait qu'il y avait des événements. Quoi. Il arrive des trucs fous à des gens. Quoi. Il y a des péripéties, puis ça les change, ça les affecte, et vraiment, ils ont été traversés par des événements. Et donc, le récit sera scandé d'éléments forts. Bon, le cinéma mainstream est encore vachement là-dedans, quoi.
Bon, ben, arrive la modernité et dit, mais en fait, est-ce qu'il arrive vraiment des trucs, quoi? Et donc, est-ce qu'on va pas, on va un petit peu aplatir la dramaturgie. Elle sera beaucoup moins faite de pics que d'une espèce de continuité, comme ça, de long fleuve tranquille de la vie. Avec peut-être parfois quand même des moments un peu plus chauds. Mais je crois que ce qu'il y aurait de plus désert des Tartares, il me semble, dans Désertion, c'est d'abord, évidemment, Steve. Le titre aussi. Qui... Ah, c'est pas faux. Bah, tu vois, d'un seul coup, voilà. Bien vu, bien vu. Ça sert à ça, les lecteurs. Ça sert à toujours mieux faire comprendre ce qu'il y a dans le livre. Non, effectivement, Michael n'est pas mon personnage principal. Pourquoi ? Parce que Michael, pour de vrai, connaît le feu. Et vraiment, il y va. D'ailleurs, il adore le feu, il aime bien combattre, il est bon, il est très bon. C'est vraiment un héros pratiquement militaire. Enfin, de point de vue, comme soldat, quoi. Tout le monde le dit. Et lui, il a connu le feu. Steve, non. Donc moi, je vais me mettre avec Steve parce que je serais plus désert des Tartares de ce point de vue-là. Je préfère me mettre au moment où la guerre n'a jamais vraiment lieu. Lui, il aimerait bien qu'elle ait lieu. Il se retrouve à Raqqa en plus. Raqqa qui a vraiment été la mère des batailles. Et la conclusion, en tout cas de ce segment-là de la guerre en Syrie qui n'est pas terminé, en fait, eh ben non. Il verra toujours des étincelles au loin, des voyants rouges qui indiquent vaguement peut-être un drone ou peut-être un missile, des choses comme ça. Il entendra les combats, mais lui, ce qu'il fait, c'est des gardes. On l'a mis à l'arrière-garde, d'ailleurs, parce que voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et il y a cette fameuse nuit où, quand même, enfin, il arrive un truc. Ah, il y a un assaut. Il y a un assaut. Et là, évidemment, Steve, il est traversé par plusieurs choses. À la fois la peur. Merde, putain, ça attaque. C'est peut-être ma dernière heure est peut-être venue. Et l'excitation. Enfin, ça vient. Enfin, je vais pouvoir combattre. Enfin, je vais pouvoir être utile. Peut-être qu'enfin, je vais pouvoir en dégommer un. Parce que oui, ça fait partie aussi des trucs. Genre, je veux être utile, donc ça veut dire aussi tuer des gens, tuer des ennemis. Et bon, le truc est fait de telle sorte que finalement, l'assaut fait un peu pchit parce que les mecs s'y prennent très mal et en fait, ils sont canardés par l'aviation, comme d'habitude. Parce que ça a été quand même plutôt ça, les combats, en fait. En fait, t'es sur le terrain et tu signales aux grandes forces technologiques, notamment américaines, la position des gens qui sont en train d'attaquer, qui se prennent une espèce de missile sur la gueule, et puis voilà, ils sont pulvérisés sur place, et le combat n'a pas eu lieu. Et je pense qu'à ce moment-là, Steve, il est soulagé. Ouf, c'est fini, je suis toujours vivant, et en même temps frustré. Frustré. Et alors, il y a quand même l'idée que peut-être il en aurait canardé un, mais il ne saura jamais. Ça, c'est typique moderne. C'est typique littérature moderne. Et oui, Buzzati est complètement là-dedans. Enfin, je pense. Hein, oui, je pense aussi. C'est un auteur d'ailleurs de... C'est quoi ? C'est des années 30 ou je sais jamais, Buzzati ? Non, un peu après. C'est après, ouais. Enfin, c'est peut-être... Je sais pas quand commence sa carrière. En tout cas, je sais que il écrit encore après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et il y a notamment une nouvelle très drôle dans le cas où il se moque du général de Gaulle. Ah ben, je vais m'y précipiter. C'est comme l'OM, hein. Tout ce qui se moque du général de Gaulle m'intéresse. Elle est très drôle. En gros, l'idée, c'est que les grands leaders mondiaux de l'époque meurent de manière surprenante, tour à tour. Ouais. Et de Gaulle, qui attend venir son heure, ne meurt jamais. Sous-entendu, il n'est peut-être pas un si grand leader que ça, quoi. Ah non, mais je vais m'y remettre à Buzzati, parce que tu vois, c'est un peu une vieille amitié qu'il faut que j'entretienne. J'ai une fascination pour Buzzati. Est-ce qu'on évoque un peu la fin du livre ? Absolument, c'est là où je voulais en venir. Et notamment, en fait, on se demandera pendant tout le livre, finalement, qu'est-ce qu'ils sont partis chercher tous les deux. Michael, on peut dire qu'il a trouvé. En tout cas, il a trouvé une façon de se valoriser, puisque, comme tu l'as dit, il est devenu extrêmement respecté par sa capacité à aller se battre. C'est moins clair pour Steve, qui, en fait, va voir, à un moment donné, une de ses amies, IE, partir au combat sans lui, parce que lui doit rentrer. Et il va juste continuer à porter son bonnet, si mes mémoires, elle lui offre un bonnet Gossip. Voilà. Et là, il y a un peu de tragique. Il y a cette tendresse donc Steve qui ressent cette douleur d'avoir perdu cet ami au front. Et finalement, lui, c'est tout ce qui va ramener, à part peut-être des souvenirs, mais c'est cet objet. Un objet qui est à la fois un peu, je sais pas, très subculture, enfin qui est pas tellement signifiant, mais qui veut tout dire pour lui, parce que c'est presque le seul rapport qu'il aura eu avec les femmes en toute son adolescence et post-adolescence. Ouais. Comment tu l'as pensé, ça, le fait qu'il rentre et que finalement après il va un petit peu errer dans la société, son retour est pas très clair. Tu voulais pas nous donner une résolution très précise et tu voulais nous laisser peut-être dans l'expectative. C'est pareil un petit peu dans le narratif dominant tel qu'il s'agence dans les séries, dans les scénarios et beaucoup dans les romans aussi.
C'est même des choses qui sont explicitement formulées quand tu as affaire à des producteurs pour qui tu écris des scénarios, ce qui a pu m'arriver, ou pour qui tu es consultant de scénarios, ce qui m'arrive. Tu t'entendras souvent recommander que le personnage principal, en tout cas lui, voire d'autres personnages, est ce qu'on appelle une arche, un parcours, une trajectoire. Trajectoire, ça veut dire qu'il est parti d'un point et qu'il arrive à un autre point. Donc déjà, ce postulat est très discutable. Est-ce qu'on change dans la vie? Est-ce que vraiment on pourra dire à la fin qu'on a véritablement changé? Mais en plus, ils en rajoutent une couche parce qu'il faudrait aussi que son parcours soit édifiant. C'est-à-dire que globalement, notamment dans un certain mainstream, mais qui est très très dominant par définition, il faut qu'il se soit amélioré. Il faut qu'il ait appris de ce qu'il a vécu. C'est important. Alors évidemment aussi, par ailleurs, s'il a été traumatisé, ça serait bien qu'à la fin il soit résilient. Ça va sans dire. Le mot résilient, c'est devenu, je sais pas, il y a laïcité et résilient, je crois que c'est les deux mots un peu les deux piliers de la propagande, je dirais, des années 2000, 2010, 2020. Ok, donc il a été guéri, il a appris de ces choses. Bon, l'hypothèse moderne, au sens où j'entendais modernité tout à l'heure, et qui me paraît très juste, quoi, qui me paraît, voilà, une déconstruction très salutaire de ce récit qui continue à être hégémonique, qu'il a souvent été, notamment dans l'épopée, évidemment dans tout ça, dans les romans de chevalerie. Les romans de chevalerie, le chevalier, il lui arrive des trucs, quoi. Et puis il lui arrive des trucs et probablement il s'améliore. Lui, en termes médiévaux, il accédera à une certaine sainteté. Voilà, il sera adoubé comme un héros dont les faits d'armes doivent être honorés, etc. et dont on doit se rappeler. Normal, on est au Moyen-Âge, pourquoi pas. Dans la chanson de geste. Le problème, c'est qu'on en est toujours là, quoi. Et donc, moi, j'aime bien quand même, non pas affirmer que Steve n'a rien appris de ce qu'il a vécu, mais suggérer qu'il soit possible qu'il n'ait rien appris. C'est pas la même chose. Moi, je suis pas dogmatique, je n'oppose pas un contre-dogme. Au bout du compte, je n'en sais rien. Et par exemple, je pourrais là m'autoriser de ce qui a été mon modèle, celui qui m'a lancé, le jeune homme que j'ai rencontré, à qui j'ai demandé, mais qu'est-ce que tu en as tiré? À ton avis, comment ça t'a modifié? Et il ne m'a rien répondu. Alors on pourrait dire parce qu'il ne sait pas le verbaliser, ou peut-être qu'il ne l'a pas encore complètement conscientisé. Peut-être. Mais en l'état, je peux au moins prendre acte de cette documentation existentielle-là. Lui, il ne m'a rien dit. Je dirais, ah oui, non, mais maintenant, je suis très fan des Kurdes, je me documente beaucoup sur le Kurdistan, je fais vraiment attention à ce qui se passe au Rojava. J'ai un peu exploré l'anarchisme quand même, parce qu'avant, j'y connaissais rien, puis j'ai rencontré 2-3 anarchistes que j'ai beaucoup aimés, comme Kevin, le Belge, qui est un peu son pote, et qui est lui anarchiste. Non, il m'a pas dit ça, moi, mon jeune homme. Donc moi, ça me confirmait dans l'idée qu'il n'est jamais évident qu'on ait appris quoi que ce soit de ce qu'on vit. Et puis parfois on apprend des choses de ce qu'on vit. J'ose espérer quand même que de temps en temps on apprend et que parfois même on sort meilleur de certaines expériences. Parfois on sort pire. Ça peut arriver aussi, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas entendu. C'est pas une affaire entendue. Donc ce qui est postulé comme vrai par tous ces récits que j'appelle hégémoniques, moi je voudrais casser un peu le postulat, en tout cas l'inquiéter un peu et laisser à mon lecteur, encore une fois, l'initiative de penser que quand même Steve a été changé. Certains lecteurs ou lectrices m'ont dit ça dans la tournée assez longue que j'ai fait sur le livre. J'entends parfois, on sent quand même qu'il n'est plus le même. Bon, si vous l'avez ressenti comme ça, peut-être, c'est peut-être possible, peut-être qu'il est un peu mûri, comme on dit. J'aime pas le mot, mais pourquoi pas? Je suis pas sûr que de gagner en maturité soit un objectif fabuleux dans la vie, mais pourquoi pas? Ok, moi j'ai disposé les choses, mais mon idée c'est que on saura jamais, quoi. On saura jamais. Qu'est-ce qu'on apprend de sa vie? Qu'est-ce qu'on apprend des choses? Moi, il y a des éléments qui m'ont... J'ai pas parlé d'un truc un peu personnel, mais... Bon, en même temps, je fais que ça, mais... en fait, j'ai l'âge que j'ai aussi. Je vais avoir 55 ans dans pas longtemps. Bon, non pas que c'est depuis cette longue vie que je peux m'autoriser d'une sagesse que je n'ai pas. En revanche, on a un peu de recul et on a vécu déjà un certain nombre de choses. Ce qui m'a toujours frappé, c'est à quel point... même des choses dont on pensait qu'elles nous changeraient, ne nous changent pas. Par exemple, je pourrais dire des deuils. Évidemment, quand on a 55 ans, on a connu quelques deuils. On en a même connu quand on a vos âges. Mais peut-être à fortiori quand on a 55 ans. Bon, on a des deuils majeurs, comme ça, on perd des amis, on perd des gens. Oui, évidemment, on en est très malheureux. Est-ce que ça change nos vies? Je ne sais pas. Moi, le scandale que j'ai découvert en perdant des gens, c'était pas tant que dans la vie on perd des gens, parce que ça, j'étais au courant, en fait.
c'est que vraiment la vie continue. C'est ça le vrai scandale. Et qu'il est très très compliqué en fait d'être à la hauteur des morts, d'être à la hauteur de leur mémoire. Le fil de la vie fait que elle reprend un peu son petit bonhomme, quoi. Et ben c'est un peu ce qui se passe avec Steve, qui lui n'a pas connu de drame majeur là-bas, si ce n'est peut-être la mort de Liz, effectivement, hein, la jeune femme qu'il rencontre, qui elle pour le coup est très politisée, se trouve être lesbienne, ce qui lui échappe totalement d'ailleurs. Ça n'entre pas dans les coordonnées de Steve. Et bon, j'aimais bien cette amitié entre deux. Ça m'a plu d'inventer ça, voilà. Mais donc il connaît ça, mais en fait la vie reprend ses droits, quoi. La vie, d'avoir à vivre, d'avoir à survivre, d'avoir à bouffer. Après, les problèmes que se pose Steve quand il revient, c'est pas tant, oh là là, bah alors donc qu'est-ce que je vais faire de mon expérience au Kurdistan ou à Raqqa. C'est bon, bah peut-être que pour payer mon essence, il va falloir que je retourne travailler à la brasserie en fait. Bon, par ailleurs, j'ai toujours pas de nana. Je reviens, j'avais vaguement une idée que Jade, il se passait un truc entre elle et moi, elle est enceinte. Bon, eh bien j'en prends acte. Enfin voilà, la vie continue. On en arrive toujours à des espèces de trucs complètement idiots. Moi, c'est ça que j'essaie de fabriquer dans mes récits, c'est que le vrai héros de mes récits, c'est la vie. Et l'attribut principal de la vie, c'est qu'elle continue. Et elle continue comme si de rien n'était, même quand il est arrivé quelque chose de fou, quoi, ou en tout cas de dramatique ou de joyeux, qui sait. La vie continue dans alors ce qu'on appelle la persévérance chez Spinoza ou la persistance. J'aime bien ces notions-là. Ça persiste. Ça persiste vers où, pourquoi, au nom de quoi, ça, ma foi, c'est pas au romancier de répondre. Ouais, c'est pas du tout idiot. Moi, alors, on t'a préparé des questions bonus parce qu'on approche de la fin de l'interview. Cool. Les gens adorent ça. Hein. J'ai des très bons retours sur les questions bonus. Tu ironises ou c'est vrai? Non, mais des gens m'ont dit qu'ils aimaient bien, oui, évidemment. Ouais, c'est un peu les feignants. Ils n'aiment pas quand on discute de choses un peu pointues. Ils aiment le petit game. C'est vrai que c'est ludique. Ouais. Mais avant ça, j'avais quand même une dernière question sur justement la fin du roman parce que non, moi, je trouve pas que c'est du tout idiot et alors je vais essayer de développer. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui est très puissant, donc pour ne rien te cacher, ça m'a quand même beaucoup ému la fin de ce roman. Genre, ça m'a fait monter un petit peu des larmes et tout, tu vois. Alors que pourtant, factuellement, c'est un peu ce que tu dis, bah, la vie continue, quoi. Ça retombe pas mal à plat. Déjà, c'est ce que tu évoquais là, c'est-à-dire qu'en fait, il rentre de Syrie, et puis il est confronté à des trucs vraiment très, très matériels, là, au sens marxiste. Hein. Il faut que je bouffe, il faut que je trouve un taf, donc il va bosser un peu au musée, puis c'est chiant. Oui, bon, bah, je vais retourner à la brasserie, bon, c'est chiant aussi, quoi. Bref, la fin de Désertion, alors encore une fois, alerte spoiler, la fin de Désertion, il part, c'est à Chambéry, je crois, pour faire une... C'est une marathon. Ouais, c'est pas un marathon, tu dis qu'il une marche, une course caritative pour l'association contre la mucoviscidose. Et en fait, pendant cet événement-là, il part plus ou moins sur un sentier de battu. Enfin voilà, il part un peu en rando, tout seul, comme ça, c'est un peu sorti nulle part. Ça m'a énormément touché, mais vraiment. Alors que donc c'est déjà très réussi pour toi, je pense. Mais j'ai bien entendu ça. Mais là où du coup, ce que je veux dire, c'est que ça montre que il y a quelque chose là-dedans. Tu vois, il y a une vérité qui, pour moi, est un peu indicible. C'est-à-dire que j'arrive pas à exprimer pourquoi ça m'a touché, mais ça m'a touché. Donc il y a quelque chose. Il y a un truc de l'ordre de la vérité émotionnelle qui retransparaît là-dedans. Et je sais pas, voilà, c'est même pas une question très précise, tu vois, tellement c'est indicible pour moi ce que cette fin de roman m'a fait ressentir, mais j'aurais aimé que tu commentes un peu, voilà, comment t'expliques ça, que ce soit si touchant, alors que, factuellement, bah, il va se balader dans la banlieue, enfin, pas dans la banlieue, dans la verdure savoyarde, quoi. Non, mais j'aime bien qu'on parle de ça parce que c'est compliqué de parler de l'émotion en général et de l'émotion esthétique, parce qu'en tout cas, devant un objet esthétique. Ben, pour eux, c'est quand même une grande question. Moi, ça m'importe beaucoup d'émouvoir mon lecteur. Hein. J'ai l'air un peu froid comme ça, mais ma froideur et la relative sécheresse de mon écriture est un calcul émotionnel aussi. C'est sans doute une histoire de tempérament, mais c'est aussi un calcul émotionnel. En tout cas, et sans doute que là, en continuité de ce qui, moi, m'émeut quand je lis ou quand je regarde des films, par exemple, pour prendre que comme ça les arts du récit, parce que l'émotion musicale, c'est vraiment autre chose. Et bien, moi, ce qui m'émeut, je ne suis jamais ému quand je sens qu'on cherche à m'émouvoir. Je ne suis jamais ému quand une page a tous les signes extérieurs de attention, émotion. Je ne suis jamais ému quand une scène de cinéma a tous les signes extérieurs de attention, émotion, et on les connaît bien. C'est la musique, c'est le gros plan, c'est un acteur qui pleure, ou je sais pas quoi. Et il se passe un truc, genre, oh là là.
on va se quitter pour toujours. Bon, à ce moment-là, oui, ça peut m'émouvoir, mais enfin, ça sera jamais les comptes. Et c'est vrai qu'il y a une qualité d'émotion qui tient plus d'abord, je pense, à une certaine sobriété. Il n'y a rien qui signale qu'on doive s'émouvoir à ce moment-là. Non, pas du tout. Je pense qu'en général, c'est ça qui déclenche le mieux l'émotion. Donc, il y aurait déjà ça. Et puis après, comment dire, en l'écrivant, j'avais l'impression que c'était émouvant. Bon, alors voilà, j'avais cette intuition que là, il y avait quelque chose qui moi-même me poignait un peu en l'écrivant. Et effectivement, on se retrouve devant un truc bizarre. Mais pourquoi ça m'émeut? Mais là, récemment, une amie qui m'est chère disait je me suis rendu compte qu'au cinéma, je suis toujours ému par l'anodin. Elle disait ça comme ça, et c'était très beau d'entendre ça. J'ai l'impression qu'elle était en train d'élucider un truc, là. Quand vraiment, c'est toujours un petit détail, c'est toujours un petit machin, c'est une petite notation, c'est pas grand-chose. Et c'est très bizarre que notre émotion se pose là-dessus. Mais dans la vie, c'est un peu ça aussi. Je sais que moi, je suis toujours ému par des détails, beaucoup plus que par, comment dire. Si je regarde à la télé un témoignage d'une... Bon, je vais reprendre l'exemple un peu superlatif, enfin comment dire, presque caricatural de douleur et de détresse. Une maman va raconter qu'elle a perdu un enfant. On a des témoignages comme ça à la télé, moi je regarde, j'aime bien regarder ça, j'aime bien écouter les gens parler, quoi. Je sais quand elle va me raconter ce truc, je vais évidemment être dans la compassion, quand même. Je n'ai pas été ému. C'est pas ça qui va me dévaster. Ce qui va me dévaster, j'ai un exemple en tête, en fait, il y a quelques années. C'est que cette femme, voilà, elle était face caméra, elle racontait ça. Son enfant était atteint du cancer très tôt et qu'elle l'avait accompagné. Enfin, vraiment, une espèce de truc, le pire du monde, quoi. Ce qui m'émouvait d'abord, premièrement, c'était pas tant qu'elle ait perdu un enfant, c'est qu'elle ait survécu. C'est qu'elle vive encore. Là, je me disais la persistance de la vie aussi, ça c'est beau quand même. Et ça, c'est pas du tout ça qui était nommé dans le plan. Ce qui était nommé, c'était son malheur, ce qui est tout à fait normal. Hein. Je dirais, elle disait exactement ce qu'on attendait qu'elle dise. Qu'est-ce que cette femme aurait pu raconter d'autre? Mais moi, je voyais bien que ce qui m'émouvait, c'était en creux. C'était pas tant j'ai subi la mort d'un enfant, c'est en fait, je suis en train d'en parler, ça veut dire que je suis vivante. Alors ça, et je voyais bien que j'avais une espèce d'émotion qui montait. Et puis après, comme ils font souvent dans les reportages, ils avaient quand même filmé ce qu'on appelle un peu les plans de coupe. Tu sais, qui vont entrecouper l'interview, où on la voit marcher au bord d'une rivière, voilà. Et bon, on la voit marcher au bord d'une rivière, un truc comme ça. Là, j'ai pas d'émotion particulière. Et à un moment, je sais pas pourquoi, il l'avait pris en train de faire la vaisselle. Et là, je tombe en larmes. Alors que franchement, c'est pas là qu'il faut pleurer. Et en fait, je pense que c'est ça. Je pense que là, je prends cet exemple-là, mais je pourrais peut-être, si je réfléchissais longtemps, j'arriverais à trouver les exemples dans les films, ou des choses comme ça. Moi, c'est jamais exactement au cœur de ce que devrait être le cœur vibrant de l'émotion. Il y a toujours un petit machin par le côté. Et je pense qu'en fait, j'écris un peu comme ça aussi. En fait, ça m'est un peu venu de... Il n'y aura jamais de pensée, enfin comment dire, devant la montagne, Steve ne va pas avoir de grandes pensées douloureuses ou mélancoliques, pas du tout. En revanche, déjà qu'il s'y trouve, je pense que c'est ça qui a dû t'émouvoir aussi. Tiens, Steve sur un sentier de montagne, tout seul, confronté à la montagne, disons que des choses un peu simples. En fait, c'est ça, prendre des choses un peu plus... Moi, je pense que ce qui m'émeut beaucoup, c'est qu'il soit allé à Chambéry, enfin, que j'ai inventé qu'il est à Chambéry. Après, ça va être des considérations comme il est à l'hôtel Ibis, quoi. Tu vois, en fait, c'est marrant, mais c'est pas du tout genre le moment où il va se recueillir pour Grégory Le Marchal, parce qu'il va aller sur la tombe de Grégory. Et là, tu te dis, attention, émotion. Moi, pas du tout. Je le raconte, évidemment. Je dis, il le fait, quoi. Mais c'est beaucoup plus, en fait, c'était l'hôtel Ibis. Et en fait, il se rend compte que dans l'hôtel Ibis, il y a un bar, parce qu'il est jamais allé à l'hôtel. Tu vois, ça va toujours être le machin à côté. Et je crois qu'en fait, je pense que c'est presque devenu un tic d'écriture chez moi, de prendre nos choses par le petit bout, mais qui est en fait pour moi le vrai bout émouvant. Mais tu avais la réponse hyper longue. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est impossible. C'est impossible d'élucider ce bordel, quoi. Non, mais je pense que je l'avais écrit dans 2 singes de ma vie politique. C'était si tu veux bien te connaître. Je ne t'ai pas écrit comme ça, parce que là, ça fait un peu aphorisme, tu sais, genre, si tu veux bien te connaître, Père Fouras, tu vois. Mais c'était un peu un truc comme ça, quand même. C'était, dis-moi ce qui n'émeut que toi, et tu m'en diras beaucoup sur toi. Parce que si tu me dis que tu es ému par des enfants qui meurent dans le monde,
Je le comprends très bien. Et tu fais bien. Ça va rien me dire sur toi. Parce que c'est un patrimoine émotionnel universel. Si je veux toucher la singularité, c'est putain, mais pourquoi toi tu pleures là alors que personne pleure? Et ben que chacun fasse la petite liste, et là je pense que tu peux élucider. Mais c'est compliqué après d'en tirer quelque chose de très profond sur soi ou de très clair sur soi-même. Les émotions seront jamais claires. Mais moi je vois bien que oui. Donc il faudrait que c'est quoi qui te fait pleurer au cinéma? Quelle scène te fait pleurer? Moi j'ai toujours vu dans le fait que la scène de roulette russe de Deer Hunter, non pas m'effrayait, non pas me fascinait, non pas m'intensifiait, comme elle a tellement plu à des centaines de milliers de spectateurs. Moi, elle me fait pleurer. C'est-à-dire, je chiale tout le long. Et à chaque fois, je le vois. Hein. Je l'ai vu 10 fois. Et là, la première fois que j'ai pleuré devant la scène de roulette russe, une scène pourtant traumatique, machin, de Deer Hunter, je me suis dit, là, tu tiens un truc. Va falloir que tu creuses, bonhomme, quoi. Va creuser pourquoi ça te fait pleurer. Bon, 30 ans plus tard, je sais toujours pas exactement, mais... Ok, super. On va bientôt passer aux questions bonus. Avant, quand même, je voulais te donner l'opportunité de nous parler de ton dernier, parce que donc, je le redis, mais je l'ai dit en début d'interview, j'ai toujours un livre de retard avec François Bégodeau. Donc, je voulais te donner l'opportunité de nous parler du Mépris, si je ne me trompe pas, donc ton dernier essai. Eh bien, donc oui, il est sorti là tout de suite, aux éditions Cause Perdue. Et en fait, je vais quand même essayer de faire un petit raccord avec Désertion. Parce qu'entre autres choses, il y a, oui, on les a un peu mentionnés tout à l'heure, appelons ça les clowns de France Culture. Ceux qui ont osé dire que Johan Farber a dû dire que ça lui faisait penser à un édito de CNews, Désertion. C'était pas dithyrambique, mais je me souviens plus précisément. Non, c'était un sabotage en règle. Je pense qu'il avait très très largement téléguidé par la direction d'ailleurs, mais passons. Mais non, il a quand même dit ça. Donc je pense qu'il faut quand même à un moment assumer les propos qu'on tient dans l'histoire. Le tribunal de l'histoire jugera. Parce que quand même avoir dit que Désertion c'était un édito de CNews, quand on a lu le livre, ma foi, bon. Mais il l'a dit. Bon. Mais entre autres choses, il disait, ce qui s'est un peu répété, je crois, par ailleurs 2 ou 3 fois, que il y avait un certain mépris social dans Désertion. Que Bégodeau, l'auteur, avait un mépris social pour son personnage, Steve. Voilà, bon, alors évidemment c'est pas vrai, mais ça s'inscrit plus généralement. Je ne suis pas étonné d'entendre ça, ça a été très minoritaire, parce que voilà, le livre est plutôt apprécié, je pense. Mais oui, ça fait quelques années que je vois qu'il y a un usage bizarre, contre-intuitif, inattendu, paradoxal et piégeux de l'accusation de mépris de classe dans le champ des discours, dont je pars toujours pour faire mes essais. Parce qu'a priori, le mépris de classe, moi je suis content. Je veux dire, voilà, moi je pense que les rapports de classe sont structurants. Je considère qu'il y a du mépris de classe, que les dominants méprisent globalement les dominés. Ok, on est chez moi. Sauf que, non, j'ai vu souvent des gens accuser d'autres gens de mépris de classe et qui se jouaient autre chose que simplement une hygiène de gauche de base, de dire, voilà, y a les nantis méprisent les gueux. Et c'est parti de là un peu le livre. C'est parti de là, il y avait une embrouille. Et il y avait quelque chose à débrouiller. Et donc, par exemple, effectivement, qu'est-ce que veulent dire les gens quand ils parlent de mépris social dans Désertion? Je pense qu'ils documentent leur propre mépris, ça c'est sûr. C'est eux qui considèrent que c'est méprisant que de dire qu'un prolo est fan de Grégory Le Marchal. C'est eux qui trouvent ça méprisable, en fait, visiblement, Grégory Le Marchal. Moi, pas du tout. Tous les goûts me paraissent au moins intéressants, même si je ne les partage pas. Donc je pense que c'est toujours intéressant de voir que quand quelqu'un accuse quelqu'un d'autre de mépris de classe, il est quand même lui-même en train de faire montre de son mépris de classe. C'est pour ça que je repartais de certains commentaires sur Désertion. Mais encore une fois, j'ai pas attendu ces commentaires-là pour dire qu'il y avait vraiment une embrouille. L'embrouille, si je veux la nommer politiquement, et j'y fais une part dans le livre, disons que c'est à peu près un quart du livre, c'est que l'accusation de mépris de classe est maintenant l'apanage de l'extrême droite. Beaucoup de cadres du RN ne cessent d'accuser ceux qui s'en prennent à eux, qui les pourfendent, de mépris de classe. Ah ben oui, parce que nous, notre vote est populaire, disent-ils. Et donc, quand vous incriminez le RN en général, quand vous constituez comme adversaire politique du RN, vous faites du mépris de classe. Quelle embrouille. Donc, c'est le genre d'embrouille que je voulais un peu débrouiller, tu vois, disséquer comme d'habitude la notion de mépris, comment ça se passe, le mépris, c'est quoi cet affect, qu'est-ce que ça veut dire le mépris de classe, quel bon usage on peut en faire, un usage moins confus. Et je parle aussi dans une longue dernière partie du mépris culturel. Parce que là, c'est pareil, il y avait embrouille un peu, pour le dire très vite. Comme je pars toujours de moi, c'est toujours bien de partir de soi, parce que c'est d'autant plus intense et viscéral.
Ça, c'est bien comme assise pour un essai. Je m'en prends, par exemple, au Seigneur des Anneaux. Dans mes nombreuses sorties de critiques de cinéma, je n'aime pas la trilogie. Voilà, bon, et on a le droit de l'aimer. Moi, je trouve que j'ai des réserves. Et plutôt que de me répondre point par point, tu penses que c'est clicheteux, moi je trouve que c'est clicheteux, je trouve que ça n'invente rien, je trouve que l'imaginaire, il y a peu d'imagination, et je trouve que par ailleurs, ça brasse un espèce d'univers de philosophie essentialiste. Je résume un peu les objections que j'aurais à faire à Seigneur des Anneaux. C'est des objections, elles valent ce qu'elles valent, on y répond. Mais c'est pas ça que je m'entends dire souvent. C'est que je fais du mépris pour un goût populaire. Voilà ce qu'on me répond. Je serais moi de la culture élitiste. Déjà, ça me fait marrer. Et je mépriserais les goûts populaires. Là, je suis parti de là pour mettre au point 2-3 trucs quand même. C'est que ce qu'on appelle l'art populaire n'est qu'un art industriel. Il n'y a rien de populaire dans le Seigneur des Anneaux, si ce n'est la masse. Mais le populaire, c'est pas la masse. Donc il y a un amalgame entre le nombre et le populaire. Et par ailleurs, il y a énormément de bourgeois qui aiment le Seigneur des Anneaux. Donc en fait, où est le goût populaire? Où est le dominant? Où est le dominé dans cette affaire? Est-ce que c'est vraiment Bégodeau qui est le dominant quand il dit à Peter Jackson « J'ai des objections sur ton film » ? Bah non. C'est Peter Jackson le dominant. Je crois qu'il est plus riche que moi. Je crois qu'il est plus connu, il me semble. Donc voilà, bon, je ne vais pas épiloguer, mais c'est tout ça que je brasse dans le texte. Super. Dont on parlera d'ailleurs peut-être ensemble donc dans 6 mois. Ouais. C'est ça. Non mais donc voilà, je recommande aux auditeurs et auditrices la lecture, bon déjà de Désertion évidemment, et aussi du Mépris. Paru chez qui ? Donc les éditions Cause Perdue, dont je suis partie prenante. Là, on est un peu en autonomie, donc c'est pour ça que je vais essayer de faire une petite tournée quand même. Ça marche, très bien. Bah, je vais essayer de faire avant 6 mois, pas de problème. Donc pour conclure, on va refaire comme la dernière fois les petites questions bonus. Alors, disclaimer, j'en ai écrit une sur toutes celles qui sont là. C'est quand même beaucoup Jocelyn, que je tenais à remercier encore une fois pour l'aide sur la préparation de cette interview. Donc voilà, on va faire un petit... comment on dit, les anglo-saxons nous disent rapid fire, voilà, je vais te faire quelques questions comme ça. Donc c'est toujours, comme la dernière fois, c'est des choix binaires, plus ou moins... C'est vraiment pour le moment con de... Voilà. Alors, tu préfères une grève générale victorieuse ou l'écriture de ton chef-d'œuvre absolu ? Ouais, je crois que j'ai déjà répondu à ça. En tout cas, à peu près le même genre de truc. Donc je vais dire... Ouais, l'écriture de mon chef-d'œuvre absolu. Pour moi, ça va sans dire. Ok. Le PSG des Qataris ou le Paris FC des Arnaud ? Alors, Paris FC, pour moi, je ne les ai pas du tout vus jouer une seule minute. Ils sont 10e, c'était les riens. J'ai l'impression que ça fait un peu pchit pour l'instant, l'opération Bernard Arnault, Paris FC. Ça tournait très très mal depuis que Comboiré est là, ça va un peu mieux. Ouais. Comboiré, respect, parce que quand même formé à Nantes, faut le rappeler. Pratiquement tout le football européen vient de Nantes, en fait. Quand on regarde dans le détail. Maradona était Nantais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pelé, c'est un quartier de Nantes, ça s'appelle les Dervalières. Enfin voilà, c'est des choses que je connais, moi. Non, Paris FC, 0 avis. Moi, j'espère qu'ils vont se planter quand même, parce que, pardon, mais il y a quand même un moment où les actionnaires voilà. Alors après, est-ce que ça vaut mieux que des Qatariens ou moins bien, ouais, ça, ou Qatari Oui, Qatari, je crois, oui. Moi, si tu veux, je suis pas fan du PSG, que je suis pas hyper fan du Qatar non plus. Idéologiquement, on n'est pas complètement synchrone. Ce que produit comme jeu le PSG depuis un an, c'est fabuleux. Oui, c'est incroyable. Donc voilà, il y a un moment, c'est à du foot qu'on a à faire. Si on va par là, tu soutiens même plus le Manchester City, tu soutiens rien en fait. Or là, c'est la plus grande équipe française de tous les temps. Voilà, point. Question suivante. Nuit debout ou gilet jaune ? Gilet jaune, quand même. Ouais. Nuit debout, c'est trop... C'est un petit peu comme mes personnages anarchistes dans Désertion. Nuit debout, trop proche de moi. Okay. Pour que vraiment ça m'émoustille. Gilet jaune, intéressant, quoi. C'est le mouvement spontané, entre guillemets. Mouvement quand même passionnant, y compris d'ailleurs dans ces impasses. Je pense que les gilets jaunes m'ont fait quand même beaucoup plus penser que Nuit debout, où j'étais, je dirais, en terrain familier, quoi. Donc voilà, à ce titre-là, s'il fallait vraiment choisir entre Kevin De Bruyne et Zinedine Zidane, je dirais les gilets jaunes. Jean-Luc Godard ou François Truffaut ? Godard, mais alors... Ok. Un point. Ok. Ah bah alors là... Sans hésiter, très bien. Oh bah oui. Très bien. C'est pas la peste et le choléra, là, c'est le choléra et le chocolat là, que tu me proposes. Ok, ça marche. Donc plutôt le chocolat, bizarrement. La fin de l'argent ou la fin de l'ego ?
Ah, mais moi, je suis pas très remonté contre l'ego, hein, tu sais. L'ego EGO. Mhm. Oh, moi, l'ego, moi, ça m'intéresse, l'ego. Moi, j'aime bien que les gens soient des égaux. L'argent aussi, c'est intéressant. Oui, l'argent, pour une part, est un facteur de justice et d'égalité. C'est censé donner une convention qui peut mettre fin à un certain arbitraire des échanges. L'argent est peut-être un progrès, d'une certaine manière, dans l'humanité. C'est aussi par où le pire arrive. Mhm. Mais parfois l'ego aussi. Donc quand même, je tenterais quand même beaucoup plus. Oui, mais je tenterais beaucoup plus expérimentalement. J'aimerais bien regarder la situation de l'argent. Ça m'intéresse. D'ailleurs, il y a des philosophies intéressantes sur vraiment tu vois, le problème qui situe le problème très en amont du capitalisme dans la monnaie elle-même. Intéressant tout ça quand même. Carrément. Donc ouais, ok, je demande à voir. La fin de l'argent, très bien. Oui, amender son manuscrit ou ne pas publier. Ah, Je c'est-à-dire parle d'un amendement un peu énervé quand même. C'est-à-dire que l'éditeur dirait soit tu corriges 2-3 trucs, tu amendes, soit je te publie pas. Ouais. Si je tiens vraiment, bah ouais, ça dépend. Ouais, mais amendement sévère. Relativement, tu peux vivre avec, mais ça fait un peu mal au... Ouais. Voilà. Ouais, vraiment, ça, c'est une question qui n'est répondable que en situation. Ouais, C'est-à-dire, il faudrait vraiment voir jusqu'à quel point je tiens ce roman et les amendements qu'ils me proposent. C'est arrivé, hein, que des fois, on te propose des trucs qui d'abord te font un peu mal au cul, puis finalement, tu t'aperçois que ça va pas complètement dénaturer ta chose. Mais après, j'ai peut-être aussi un peu... En 2003, je pense que j'aurais été prêt à tout pour publier. À tout, j'aurais avalé pas mal de couleuvres. Là, maintenant que j'ai eu mon content de satisfaction narcissique d'être publié, je pense que je pourrais être un peu plus puriste quand même, il me semble. Ok. Riri ou Beyoncé? Riri, je sais pas ce que c'est. C'est Rihanna. Ah, pardon. Quand même. Je savais pas que t'étais intime. Beaucoup de gens l'appellent Riri. Oui. C'est nul comme surnom. Bah non, c'est adorable. Ouais. En fait, Rihanna m'énerve un peu. Ok. Et Beyoncé, pendant très longtemps, j'ai quand même été, non pas fan, mais j'étais quand même assez impressionné. Par ailleurs, je la trouve quand même mortellement sexy. Rihanna est très belle aussi. C'est moins mon genre. Ok. On est vraiment sur des grandes discussions là, je suis content. Après, Beyoncé, je trouve que c'est vraiment devenu insupportable comme business, comme businesswoman. Mais vraiment, elle est un corps libéral. Elle est le libéralisme incarné. Donc franchement, là c'est peste et choléra un peu. Hein. Mais je vais dire Beyoncé quand même en souvenir des émotions esthético-érotiques qu'elle m'a procurées dans les années 2000. Ok. Très bien. Et pour finir, le style de Céline ou les idées de Victor Hugo? Bon, il n'y a pas photo pour moi. D'abord, je préférais toujours le style aux idées. Je trouve qu'il y a trop d'idées chez Hugo, de toute façon. C'est une littérature trop à idées. Je trouve trop bavard, par-delà son génie. Et donc, le style de Céline, qui n'est pas exactement ma came quand même, parce que je le trouve bien incontinent quand même. C'est un style expressif, tu vois, je parlais d'expression tout à l'heure. Je trouve que c'est bavard, quoi. Alors, mais après, quand même, il y a vraiment des moments de génie chez lui. Il a quand même inventé une langue. Je le trouve très drôle dans ses bons moments. Son style est vraiment à la fois insupportable et génial. C'est très alternatif. Hein. Quand tu lis Céline, tu passes par plein de trucs. Non, mais très largement... Comme écrivain, moi, je préfère très largement Céline à Hugo. Enfin, tu vois, après, comme homme, voilà. Faudrait voir. Mais même là, hein, si on n'est pas complètement politimane ou moralomane, j'ai toujours perçu par-delà l'abjection de Céline, qui est réelle, et qui a été parfois active, contrairement à ce qu'on dit. Il y a dans certaines de ces pages quelque chose comme une bonté au travail. Notamment dans certaines pages du voyage. Il y a des pages, vraiment les pages sur Molly, dans la femme que rencontre Bartholomew à New York. Les pages sur Bébert, dans Voyage au bout de la nuit. Quelques pages, notamment quand il est médecin vers la fin, je sentais quelque chose chez lui comme une bonté qui probablement a été recouverte par sa folie antisémite, sa folie paranoïaque. Mais il y a un cœur de bonté quand même chez Céline, vraiment. Hein. Vraiment. Parfait. Et juste The Gossip ou Les Vulgaires Machins? Ah, c'est vrai que c'est les deux qui sont de référence de ton livre. Cités. Alors, Les Vulgaires Machins, j'ai une énorme sympathie pour eux, une fraternité punk, et même une fraternité tout court, parce que j'aime bien leurs textes, et je me sens très proche des êtres humains qui font ça. Après, d'un point de vue strictement musical, le premier album de Gossip, c'est inégalable. Enfin, sans doute si, égalé par certains. Mais c'est historique pour moi. Il y a 2-3 morceaux
qui mettent dans un état d'euphorie comme rarement la musique peut le faire, quoi. C'est fou. Et puis alors, c'est ce personnage, quoi. Batlito, tu veux dire? Bah. Quel personnage extraordinaire. Ouais. Donc, c'était quoi le truc? In fine, Gossip, mais quand même un grand salut amical au vulgaire machin. Voilà, le mec chèvre et chou, centrisme, c'est moi. Super. Merci beaucoup, François Begnaud. Merci à vous deux, c'était très bien comme d'hab. Vraiment, c'est pointu ici. Hein. Bah, merci. Surtout la fin, j'aime bien les alternatives. Là, Parfait, à la prochaine. Ouais. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez le soutenir, vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Deezer, Spotify et YouTube, ou même simplement le partager à vos amis et vos proches. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur mes pages Patreon et Tipeee, et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci, c'est grâce à vous que ces vidéos peuvent continuer à exister et se pérenniser.